Même si je parle très fort, vous n'entendez rien du tout. Non, ça marche pas comme ça. Ouais. Comme ça. Non, mais d'habitude, j'ai les pieds nus, on est dans des champs, enfin voilà. Et ben, la Loire, c'est impressionnant. J'étais en Haute-Savoie la semaine dernière, on était 24. J'ai pas eu de bière en arrivant, rien du tout. L'accueil pourri. Bon, après, le lendemain, c'était sympa. On a fait des trucs, mais la Loire, là, franchement, j'habite à Saint-Étienne pendant 10 ans et je retrouve le côté. Ouais. Je dis ça partout où je vais, du coup, c'est pour avoir l'adhésion du public. En fait, je dis que j'habitais longtemps mon truc et j'ai dit la même chose en Haute-Savoie la semaine dernière. Je crois que j'ai cité la Loire d'ailleurs en disant que c'est pourri. Alors, ça c'est fait. Alors, donc je m'appelle Tristan. Et on a jusqu'à quelle heure? Vous avez jusqu'à quelle heure? C'est vrai? Bout de la nuit. Bout de la nuit? Tout le monde est d'accord avec le bout de la nuit? Nuit debout, c'est ici ce soir du coup, c'est ça? Ouais. D'accord, c'est la première, c'est cool. Alors je vais 20h15, 21h, 22h30, 23h, ça vous va? 22h30? Ouais. Du coup, je vais vous parler pendant 3 quarts d'heure à peu près. Je vais essayer. Et puis après, on a 1h30 d'échange. Ça va? Histoire d'équilibrer les temps de parole. C'est quand même, j'ai un truc devant la bouche, quoi. Donc je vous ai dit que je m'appelais Tristan, ça y est, ça c'est fait. Ouais. J'habite à Saillant. Et je fais ce que j'appelle des conférences articulées, parce que j'ai pas le talent de Lepage pour faire des conférences gesticulées, puis j'aime pas trop gesticuler. Et j'articule en fait une présentation que je vais vous faire ce soir de l'aventure de Saillant, et des outils, un atelier de formation demain pour vous permettre de vous mettre en route, non pas sur les pas de Saillant, parce que ça serait ridicule, mais en tout cas de vous inspirer de ce qui s'est passé à Saillant, pour reprendre le pouvoir. Alors je suis venu ici parce qu'on m'a promis qu'il y avait des gens dans la salle qui voulaient gagner leur municipalité en 2020. Est-ce que c'est le cas? Ouais. Parce que je viens qu'à cette condition. Hein. Si enfin, ceux qui ne veulent pas gagner les municipalités, vous pouvez sortir d'ailleurs. Hein, Ouais, on est tous ok sur le fait que vous allez... Bon, merde, bah ouais, je sais, mais c'était le jeu, on devait vous prévenir normalement. Voilà, donc l'objet c'est de gagner les municipales en 2020, et je suis sur un petit tour de France. Et l'idée pour moi, c'est qu'il y ait 36 000 listes participatives en 2020, dans les 36 000 communes françaises. Voilà, vous êtes la 17e. Voilà, un petit peu de chemin, mais du coup, voilà, c'est pour ça que ça va être filmé, donc ça va être diffusé un peu partout. Donc vous venez de plusieurs villages, j'imagine. Ça aussi, c'était la condition, parce que vous imaginez 36 000 arrêts, c'est pas possible, donc il fallait qu'il y ait un regroupement minimum de 12 communes. Est-ce qu'on peut faire un petit compte? Il y en a plus? C'est cool. Voilà. Donc après, il va falloir que vous parliez de ça chez vous après, hein. Quand vous allez rentrer, tout ça, convaincre des gens. Voilà. 2020, c'est dans 4 ans, tout ce qu'il faut. Et bon, on va y aller. Alors, Saillant. Saillant, c'est entre Die et Cray. Vous connaissez un petit peu la vallée de cette vallée-là? Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Die, c'est la Clairette. Et Cray, c'est Hervé Mariton. Voilà. On se lasse assez rapidement des deux. Plus de l'un que de l'autre pour moi, mais même la Clairette, quand même, au bout d'un moment, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sympa au début, mais ça pique, il faut avoir l'estomac bien calé, quoi. Voilà, donc on est entre la Clairette et Hervé Mariton, à peu près à mi-chemin entre les deux. Alors c'est un village de 1200 habitants, qui est traversé par la Drôme. C'est un très joli endroit, faut venir voir, hein. C'est très très joli.
pied d'une belle montagne qui s'appelle les Trois Becs. Voilà, et dans ce petit décor de rêve, nous avons eu un maire sortant, que nous allons appeler François. Du coup, je suis filmé, donc je vais être obligé de ne pas trop dire de bêtises, puis de rester un peu dans l'anonymat. Je ne donnerai pas son nom de famille. Il s'appelle François. Donc le maire sortant, François, qui a été élu, et on en discutera après à la fin, il était au Modem il y a 8 ans, du coup maintenant, et il y a 8 ans, il était au Modem, après il a changé, hein. C'est un homme de conviction. Il était au Modem et il a été élu sur le principe de la démocratie participative. Vous allez voir, c'est drôle. Du coup, vu ce qui lui est arrivé, c'est quand même assez drôle, quoi. Voilà. Donc c'était ça faisait partie de son programme, hein, c'était vraiment en tête de son programme. Donc il a administré sa commune en nous faisant une démonstration d'autocratie la plus complète. C'était une gestion totalement descendante, je dirais pas pire qu'ailleurs malheureusement, mais vous voyez un homme qui prend toutes les décisions, voilà, et qui engage du coup la destinée de son village sans jamais prendre la précaution, une fois qu'il a été élu, d'aller consulter ses habitants pour vérifier qu'on est bien dans la notion de représentant. On discutera aussi de cette notion de représentant. Donc il a fait ça pendant les 4 premières années de sa mandature. Il a fait pas mal de trucs débiles, et il a eu un projet encore plus débile que les autres. Son projet super débile, c'est franchement un projet très très con, ça a été d'implanter un hypermarché à 1 km du village. Donc nous sommes dans un village de 1200 habitants avec étonnamment beaucoup de commerces de proximité. Et non, on a plein de commerces dans le village. On devrait vivre en totale autonomie. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va fermer la ville d'ailleurs et on va se couper du reste du monde. On a vraiment tous les commerces sur place, quoi, disponibles. Mais vous imaginez bien que dans une commune rurale, voilà, les commerces tiennent un petit peu à un fil, quoi, hein, c'est quand même pas simple. Et donc, François a eu la fabuleuse idée de vouloir implanter un hypermarché à l'extérieur du village. Le long d'une départementale, même pas du bon côté de la départementale, vous voyez, départementale, c'est des routes où on ne s'arrête pas, oui, les voitures roulent à 70, 90, il n'y a pas de passage piéton. Je ne sais pas si vous imaginez l'accès pour aller à l'intermarché du centre du village. Pour les personnes âgées, pour les gens qui n'ont pas de voiture, les gens qui ont des poussettes. Ouais. Donc on a mimé ça. À un moment donné, il y a un collectif qui s'est mis en route là-dessus et on s'est fait une déambulation avec des déambulateurs, des caddies, des poussettes. Et on a du coup mimé la petite troupe qui allait faire des achats à la supérette. Donc il a fallu qu'on arrête la circulation. Enfin oui, c'était assez fabuleux. Donc voilà. Donc ce petit groupe, un collectif s'est organisé et a fait plein de petites actions comme ça, et une action qu'on fait assez habituelle qui est de chercher des signatures. Alors il se trouve qu'ils ont eu 800 signatures, de gens qui ne voulaient pas de l'implantation d'un hypermarché à la sortie du village. Nous sommes 1200, hein. Ça fait beaucoup. Donc on peut se dire, alors c'était un projet de l'intercommunalité, hein, mais on est une toute petite intercommunalité. Alors maintenant on a la chance d'être avec Hervé maintenant. J'ai dit son nom tout à l'heure, ouais. Je dirais plus qu'Hervé maintenant, je dirais plus Mariton, je dirais juste Hervé. Donc maintenant on a la chance d'être dans une plus grande communauté de communes, avec Hervé. Mais avant on était dans un tout petit machin, hein. On était le plus gros village, hein. Donc 1200, je sais pas, on devait être 3000, 3500, hein. J'ai cassé 2500. Donc sur 2500, on était donc 800 signataires qui déclaraient qu'ils ne souhaitaient pas avoir d'intermarché à l'extérieur. Donc ce collectif est intervenu plusieurs fois au conseil communautaire, et le conseil communautaire n'a jamais voulu prendre en compte ces 800 signatures. Il n'a même pas ouvert le débat. Il fallait implanter un hypermarché à l'extérieur du village. Le collectif a gagné la bataille. Alors il n'a pas gagné parce que le politique a compris, accompagné ou même cédé. C'est pas le politique qui a cédé, c'est l'économique qui a cédé. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir les enseignes avec les 800 signatures. Et ça a vachement bien marché, ça. D'aller voir Auchan, Casino, et je ne sais plus quel était le troisième, en disant qu'il y a 800 familles qui n'allaient pas consommer chez eux, ça a plutôt bien marché. Et pour la petite histoire, on a compris que les enseignes n'avaient aucun intérêt économique à s'implanter, à implanter un hypermarché à cet endroit-là. Par contre, ils avaient un désintérêt économique à ce qu'une autre enseigne s'implante à cet endroit-là. Vous voyez, c'était... Et du coup, il n'y a pas eu d'enseigne, et on a eu un brasseur de bière qui s'est installé
Vous verrez que la bière a eu beaucoup d'importance dans notre histoire. On en discutera aussi. Voilà. Donc victoire du collectif, défaite du politique, double défaite, qui a montré son incapacité à écouter. Il s'est fait embaucher, enfin, il y a eu démocratie participative au départ, son truc. Oui. 800 signatures qui se pointent devant lui et ça ne fait pas réfléchir. Quoi. Il continue, peut-être baisser. Voilà. Donc il a perdu là-dessus, puis finalement il a tout perdu, vous allez voir qu'il a tout perdu ce garçon. François était conseiller général, vice-président de la communauté de communes, il se présentait au sénatorial. On appelle la malle blanc dominant. Vous voyez les mâles blancs dominants? Il y en a dans la salle des mâles blancs dominants normalement aussi. On en discutera aussi des mâles blancs dominants. Voilà. Donc François est un mâle blanc dominant parmi d'autres. Voilà. Donc ça c'est gagné. Donc le collectif gagne. Donc il n'y aura pas d'Intermarché à la sortie du village. Et là on est à peu près à un an des élections municipales. On est à peu près à un an des élections municipales. Et je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous, mais après une victoire, on peut vivre une période de dépression. Vous faites ça des fois dans votre vie Et on a gagné un truc, c'est pas rien quand même de faire plier un grand projet inutile comme ça. Enfin, un grand projet à notre échelle, c'est un grand projet inutile. On n'est pas sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pas le même engagement. Mais pour nous, c'est quand même un sacré truc de faire péter un jour de la tête. Du coup, on n'entend plus du tout dans le micro, mais je suis obligé de faire ça. Je suis désolé, mais parce que sinon, je vois pas les gens et je suis obligé de rester comme ça et ça me stresse. Du coup, j'ai l'impression d'être tout seul. Ça va au niveau du son, toujours le... Ouais, c'est cool. Alors, donc, ce collectif s'est retrouvé une fois après la victoire, pour célébrer la victoire, avec de la clarette. Pas encore de la bière, parce que le brasseur n'a pas encore eu le temps de s'installer, mais en tout cas, on avait de la clarette. Donc, on a célébré la victoire, on s'est vu une deuxième fois, on a célébré la victoire, on s'est vu une troisième fois, on a célébré la victoire, ouais, et puis on est... Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? C'est ça, un peu la période de dépression, c'est qu'on a gagné, et après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de nous? On s'est fondé dans un objet unique qui était de faire tomber ce supermarché. Il est tombé. Voilà. Et on s'est revu une troisième fois ou une quatrième fois, je ne sais plus à quel moment, on l'a célébré plusieurs fois, ça. Et on s'est revu avec quelques-uns, on n'était plus qu'une quinzaine dans une salle. Et la question du jour, c'était, on savait que les élections arrivaient, donc on était à 10 mois à peu près des élections municipales. Et on savait qu'a priori, seul François allait se présenter. C'est-à-dire qu'il n'allait pas y avoir de liste en face. Donc ça ne nous est pas plaisir. Et on s'est dit... Alors je ne sais plus exactement ce qu'on s'est dit, en tout cas on ne s'est pas dit qu'on allait faire une liste. On ne s'est pas dit qu'on allait gagner la municipalité. On s'est juste dit qu'il fallait qu'il se passe quelque chose pour éviter... Il y a un téléphone qui sonne juste à ma gauche. Mais je vais faire comme si, pour ne pas gêner la personne, je ne vais pas la regarder. Je ne vais pas gêner, ça va. Donc à 10 mois des élections, on se retrouve à une quinzaine et voilà, donc le sujet de discussion c'est celui-là, c'est se dire il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en face, quoi, que les habitants réagissent, voilà, François ne peut pas se présenter seul et gagner comme ça facilement, après tout ce qui s'est passé, les élections, de cette manière-là. Et là, on a parlé de démocratie participative. Ça fait déjà plusieurs fois que mais c'est un véritable effort pour moi de mettre ces deux mots juste à coller l'un derrière l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a trouvé plein d'adjectifs à la démocratie. Représentative, délibérative, participative, démocratie directe, démocratie liquide maintenant. A priori, ça sent mauvais, du coup. Vous savez qu'on essaie sans arrêt de qualifier un mot comme ça, qui, a priori, en soi, a tout ce qu'il faut. Démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de le qualifier. C'est que ça pue. A priori, il y a un truc, il y a un loup, du coup. Il y a des gens qui essayent de jouer avec ce mot-là. Donc voilà, c'est un peu l'objet de ces conférences, mais on discutera tout à l'heure pour savoir si vous en êtes d'accord, mais a priori, il y a un truc qui n'est pas très clair, quand même, sur le terme de démocratie. En général, je fais un petit jeu en arrivant, je demande aux gens qui estiment être en démocratie. En général, les gens sont plutôt conquis, il n'y a pas trop de surprises. Les gens, en général, disent qu'ils ne sont pas en démocratie. Mais il y en a qui pensent être en démocratie? On vit en démocratie ou... Non? Maintenant que j'ai dit ça, c'est un peu compliqué de... C'est assez complexe.
C'est assez complexe, ouais. Mais on en discutera. Avec plaisir. Il y a des degrés. Parce qu'il y a pire aussi. Il y a pire. On n'est pas content, mais il y a pire. Non, ouais. On n'est pas dans le 3e sous-sol, on est dans le 2e sous-sol, je suis d'accord. Donc voilà, donc démocratie, les gens, on reparle de démocratie participative, et puis on est quelques-uns à dire, c'est bon, hein, Ségolène nous l'a fait, François nous l'a fait, on va arrêter avec ça, quoi. La démocratie participative, on va arrêter d'en parler, on va le faire. Donc c'est la proposition que je me suis permis de faire dans ce petit groupe de 15. Donc la proposition consistait à faire la chose suivante, c'était d'organiser une première réunion publique, et de se mettre devant les habitants en leur disant qu'on n'avait ni programme ni candidat. Donc là, la moitié de la salle est sortie en nous traitant de débiles, voilà, qu'on allait passer pour des cons, et on est resté à 5-6, autour de cette idée un peu étrange, de se présenter devant des habitants en leur disant qu'on n'avait ni programme ni candidat. Alors une fois qu'on a dit ça, après il faut le faire. Alors je me suis permis de le faire parce que moi je suis directeur d'un centre social, je ne sais pas si vous avez des centres sociaux dans le coin. Les centres sociaux, c'est leur boulot d'animer de la participation. Vous ne le savez pas toujours parce qu'ils ne le font pas toujours. Parce que, voilà, malheureusement, mais pas tous, enfin, et encore je pense que c'est les dernières structures qui essayent vraiment de le faire et qui essayent de le faire vraiment sincèrement. Mais bon, on est des grosses structures un peu institutionnalisées et on nous paye pour faire du service, on ne nous paye pas pour faire la révolution. Hein. Donc ça se saurait quand même. Ça serait quand même un peu gonflé, quoi. Municipalité qui nous file du fric pour qu'on le déboulonne, ça serait quand même... moi je vote tout de suite pour lui, hein, mais c'est rare. Voilà. Donc voilà, donc j'ai quelques outils d'éducation populaire, et avec ces outils-là, on peut animer des débats avec 200 personnes sans qu'il y ait de prise de pouvoir, c'est possible. Donc c'est ce qu'on a fait. On a préparé à une petite dizaine une réunion publique pendant laquelle les habitants allaient être invités à faire un programme et à réfléchir à de futurs candidats. Ce soir-là, c'est arrivé... Alors, j'y étais pas, moi je bossais ce soir-là. Je bossais avec le centre social. Donc, on discutera après tout à l'heure. J'étais la seule personne dans les 10 à avoir déjà animé des réunions publiques. Donc, il y a 9 ou 10 personnes qui se sont retrouvées, après une réunion de 3 heures avec moi, à animer une réunion publique qui a eu le succès qu'elle a eu, hein, parce qu'on a gagné au fait. J'ai pas de suspense, on a gagné les élections, hein, je vous le dis tout de suite. Donc cette première réunion publique qui a permis, qui a eu le succès qu'elle a eu et qui a permis d'aller jusqu'au bout après derrière. Donc pour vous dire que même si vous n'avez jamais fait d'animation, c'est jouable. Enfin c'est jouable, c'est même plus que jouable, c'est très très faisable. 120 personnes sont venues à cette réunion publique, donc toujours dans un village de 1200. Alors si les 120 personnes sont venues, c'est pas parce qu'on est d'excellents communicants, c'est parce que du coup c'est la curiosité, on est à 6 mois des élections. Vous imaginez bien que les gens se disent mais qui ose se pointer en face de François? Donc ça dans les villages, ça attire. Hein. Voilà. Donc les gens sont venus pour ça, pour voir un peu nos tronches, pour dire qui c'est. Et sauf que les gens ont été très surpris. Déjà dans l'installation de la salle, on n'avait pas vous voyez, la tribune avec un micro et puis la foule, hein, la plèbe. Non, les gens ont été invités à aller s'installer sur des tables. Et il n'y avait personne sur l'estrade, il n'y avait pas de personne en hauteur. Et le principe, c'était d'aller s'installer sur une thématique. Alors on a repris tout simplement les 7 grandes thématiques qu'on trouve dans la plupart des communes de notre taille, sociale, éducation, environnement, l'urbanisme, économie, etc., etc. Et une 8e table qui s'appelait pas démocratie participative, parce qu'on s'était mis d'accord pour dire qu'on allait arrêter de dire ce mot. Je vais essayer d'arrêter de le dire d'ailleurs. C'est très compliqué de ne pas le dire démocratie participative pour se faire comprendre. Enfin, qu'on trouve, si on arrive à trouver ensemble un mot ce soir, je suis preneur. Démocratie. On tente. Et on a appelé ça développement du pouvoir d'agir. Pouvoir d'agir des habitants. L'idée c'était de faire le point sur où on en était en termes de pouvoir d'agir des habitants sur le village. Donc cette grande thématique, la 8e qui est celle-ci, donc 8 tables, et on proposait aux gens d'aller s'installer à une table sur le thème qui les intéressait. Donc les gens se sont installés. Et l'exercice qu'on leur a proposé, c'est de faire un diagnostic du village. Donc d'écrire, de dire, d'exprimer les points faibles et les points forts du village. Ah oui déjà, c'est chiant. Ah ouais d'accord.
Donc d'écrire les points faibles et les points forts du village sur chacune de ces thématiques. Donc chacun restait bien 2 heures sur une thématique. Hein. Donc ils allaient au fond de la thématique sur laquelle ils étaient installés et on leur demandait de faire un diagnostic de leur village. Donc ils ont fait ça pendant 1h30. Et ensuite, le deuxième exercice, c'était de ce diagnostic de tirer des orientations pour un futur projet municipal. Et pour un futur programme municipal, si toutefois une liste se mettait en route. Ils ont fait ça pendant 2h30. On s'est revu une deuxième fois, deuxième réunion publique, une centaine aussi. Donc là, ceux qui sont venus, c'était pas seulement par curiosité, c'est parce que du coup, ils avaient vécu la première. Et dans la deuxième réunion publique, il s'est agi de repartir des orientations et de tirer des projets concrets pour répondre aux enjeux du village qu'ils avaient déterminés lors de la première orientation. Tu suivez ? C'est simple, hein, c'est un exercice diagnostique, et puis ensuite... je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent nos hommes politiques ne vont pas jusqu'au projet concret. Ils s'arrêtent aux orientations. Pas tous, pas ici, parce que je sais qu'il y a des élus dans la salle, pas vous, mais beaucoup d'hommes politiques, enfin beaucoup de futurs élus, d'élus, ne vont pas jusqu'à ce point de détail. Nous, on a souhaité aller jusqu'à des choses très concrètes. Les gens sont sortis émus de ces 2 réunions publiques. Émus parce que, ça ne vous raconte même pas comment ça, on en a parlé au village pendant des semaines et des semaines, quoi. Les gens se sont sentis entendus. Même plus qu'entendus, ils ont compris que leurs paroles, seules leurs paroles comptaient, il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas de gens qui analysaient la parole des habitants, qui faisaient une synthèse de la parole des habitants. Non. La matière se sortait pendant les réunions, et la deuxième réunion reprenait simplement la matière de la première réunion. Il n'y avait pas de bureau de gens plus intelligents, ou avec un esprit de synthèse. Voyez. La matière a été construite pendant les réunions. Il ne s'est rien passé entre-temps. Et les gens l'ont compris, ça, ils l'ont senti. Et ça a créé effectivement cette émulation-là. À la fin de la deuxième réunion publique, qui devait durer 2h30, elle a duré, je crois, quasiment 5 heures, cette réunion. Elle a duré 5 heures parce que les habitants ont sorti 66 projets. C'est beaucoup, 66 projets. 66 projets sont sortis de cette réunion. Et on a fait un petit travail de priorisation qui nous a amené à 33 projets. Et ces 33 projets ont composé strictement notre tract de campagne. Rien d'autre. Les futurs élus n'ont pas écrit des projets. Les projets du tract de campagne sont sortis de ces réunions et donc du coup de l'analyse des habitants. Rien d'autre. On a travaillé une petite charte avec les élus, avec les candidats. Une petite charte de valeur, mais qui était très très large. Tout ce qui était projet de village a été construit par les habitants. Alors là maintenant on a un programme. Je vous ai annoncé qu'on allait avoir des élus et un programme. On se présentait sans candidats et sans programme. Donc on va se poser la question des candidats maintenant. La première réunion publique de mémoire, sur le groupe de 10, il y en avait 2. 2 qui sont aujourd'hui en poste. 2 élus. Il a fallu chercher les 13 autres. Et encore, ces 2-là ne savaient pas encore à l'époque s'ils allaient se présenter sur la liste. On est passé de 2 futurs candidats à 22 futurs candidats. Tout simplement, on a fait passer une feuille d'émargement où du coup les gens avaient le choix entre 3 cases. Première case, ce que vous faites c'est n'importe quoi, je ne reviendrai plus. Deuxième case, ça m'intéresse, tenez-moi au courant. Et troisième case, ça m'intéresse tellement que j'ai envie de rentrer sur la liste et vivre cette aventure avec vous. Donc on est passé de 2 ou 3 à 22 personnes qui ont souhaité vivre cette aventure en rentrant sur la liste. Ça ne se passe pas exactement comme ça non plus, d'habitude, dans la plupart des cas. Hein. François, lui, est allé chercher, il a été faire du porte-à-porte pour essayer de choper des colistiers. Puis on nous a raconté des petites histoires aussi. Hein. Apparemment, les gens disaient parfois « je ne vais pas avoir le temps de m'engager » et la réponse de François, c'était « t'inquiète, je m'occupe de tout ». Voilà. Nous, on n'a pas fait comme ça. Voilà. Et on a eu, lui a eu beaucoup de mal à réunir 14 personnes autour de lui, nous, on en avait trop. Donc on a un programme et on a des candidats. C'est pas mal en 2 réunions. Hein. En 2 réunions, on a un programme de campagne et 22 candidats. Alors ça, c'était fait. Après, on a fait une 3e réunion publique où on a présenté le programme et les candidats. Là, 250 personnes.
Peut-être certains l'ont vu, je ne sais pas si vous l'avez réutilisé ici là, pour communiquer ici, l'espèce de photo en noir et blanc où tout le monde saute en l'air sur le... Ouais, alors c'était ce jour-là. C'était la 3e réunion publique avec la présentation des candidats et du programme. Alors, avant de présenter les candidats, il a fallu passer de 22 à 15. Alors, je ne sais pas si certains connaissent l'holacratie ou la sociocratie, c'est des méthodes d'animation. Et l'un des piliers de la sociocratie, c'est l'élection sans candidat. C'est ce qu'on a fait, à peu près. Alors, je vais vous expliquer, je ne rentre pas dans le détail des méthodes, hein, parce que c'est demain. Demain, ceux qui seront là demain vont avoir la chance de vivre la première réunion publique. Rien. Celle qui a démarrage de la nouvelle démocratie en France, quoi, quand même. C'est parti comme cette première réunion publique. Vous avez la chance de pouvoir la vivre. Voilà, ça c'était le coup de pub pour demain. Donc l'holacratie, l'élection sans candidat. Donc on a animé, je ne suis pas élu, moi je fais partie du Conseil des sages, je ne me suis pas présenté complètement tout à l'heure, je fais partie du Conseil des sages, je vous raconterai ce que c'est, et j'étais animateur un peu de la démarche, j'ai jamais voulu être élu moi. Et j'estime qu'on ne peut pas être animateur et être élu. Ça aussi je vous expliquerai pourquoi. J'ai mis pas mal d'explications à plus tard, hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout ça, hein. J'aurais peut-être fallu que je le note, vous n'hésitez pas à me le redire. Mais, donc l'élection sans candidat, 22 candidats potentiels dans la salle, et l'animation consistait à faire la chose suivante. La première chose, c'est de déterminer ce qu'étaient pour nous, quelles étaient les qualités d'une tête de liste et d'un futur maire. Donc on s'est d'abord posé cette question-là. Donc on a travaillé à 22 à se poser la question quelles étaient les qualités attendues d'une tête de liste ou d'un maire. Alors bizarrement chez nous, les qualités attendues, c'était pas forcément quelqu'un qui avait un cerveau surdéveloppé, mais plutôt quelqu'un qui avait un appareil auditif surdéveloppé. Vous voyez ? Voilà. Donc la qualité première, nous, c'est quelqu'un qui... Alors si vous avez des problèmes auditifs, c'est pas très grave, il y a des appareils, enfin voilà, on peut trouver d'autres solutions, mais voilà, le principe c'était de trouver quelqu'un qui soit à l'écoute. Donc on a plutôt mis en avant des qualités de médiation, des qualités d'animation, voilà. C'est plutôt ces qualités-là qu'on a mis en avant. Pas forcément un charisme, même si Vincent a du charisme, Vincent bien sûr, mais c'est plutôt un charisme, Vincent n'est pas dans la salle, hein, je regardais la caméra, hein, pour ceux qui cherchent Vincent n'est pas là. Vincent c'est le maire, il n'est pas là. Mais on cherchait du coup des qualités, voilà, plutôt des qualités de ce type-là. Et une fois qu'on avait déterminé ça, on a posé la question suivante aux gens. La question habituelle qu'on pose aux gens, c'est qui veut la place ? Ben nous, c'est pas cette question-là qu'on pose quand on fait une élection sans candidat, on pose la question qui vous verriez à cette place ? Vous voyez la petite nuance ? Vous avez le droit de dire vous. Vous avez le droit de dire, moi je me vois à cette place-là, puis vous argumentez, vous dites pourquoi. Et puis les gens disent, bah, moi je verrais plutôt Huguette ou Bernard, ils expliquent pourquoi ils verraient plutôt Huguette ou Bernard. Donc on se fait comme ça un tour, donc chacun dit, moi je verrais plutôt cette personne-là parce que... et une fois qu'on a entendu tous les arguments, on fait un deuxième tour, parce qu'on a le droit de changer d'avis, et puis parce qu'on a entendu des arguments à côté, et puis peut-être que du coup ça fait réfléchir, etc. Et puis au deuxième tour, on aboutit à notre candidat. Vincent est veilleur de nuit. Donc je vous ai menti, on n'était pas 22, on était 21 ce soir-là. Vincent, qui est notre maire, qui est donc la future tête de liste, n'était pas présent ce soir-là. On lui a envoyé un petit texto pour lui dire que c'était lui la tête de liste. Voilà. Donc ça reste... Alors il nous avait dit qu'il était ok, hein, ça n'a pas été complètement une survie. Il nous avait dit que lui voulait bien, se voyait bien dans ce poste-là et qu'il voulait bien faire. Voilà. Donc on a du coup une tête de liste, on a un programme, on a 15 candidats, et bon on est pareil. Alors on s'est lancé dans l'histoire, on serait jamais présenté à la municipalité s'il n'y avait pas eu le succès de la première réunion. Après le succès de la première réunion, on s'est dit bon elle est là, puis on commençait à avoir des candidats potentiels, et puis on commençait à avoir un peu de programme, donc là on s'est dit allez on y va, on présente une liste. Le sentiment qu'on pouvait gagner est arrivé, enfin cette idée complètement folle est arrivée à peu près à 3 semaines des élections. Hein. Jusque-là, on n'avait aucune chance de gagner. On est dans un village rural, on se pointe devant les gens en disant qu'on n'a ni programme ni candidat. Vous imaginez quand même le truc, quoi. Les gens nous prennent pour des truffes, quoi, quand même. Globalement, c'est compliqué d'annoncer ça dans n'importe où. Et je vous dis en particulier dans un village rural, quoi, qui est habitué à un certain mode de fonctionnement. On a toujours eu des maires un peu tout ça, voilà, là on change vraiment la donne, quoi. Donc on avait quand même relativement peu de chances de l'emporter, hein. Et ça a pris quand même, quoi. Et ça a pris quand même.
Et on s'en est rendu compte vraiment avec toute cette énergie qu'il y a eu autour de l'aventure. On était 90 à faire la campagne, 80-90, il y avait des gens qui gardaient les enfants, il y avait des gens qui faisaient à manger, il y avait des gens qui distribuaient des tracts, c'était incroyable, il y avait une énergie folle. François, on l'a croisé un soir tout seul en train de coller ses affiches, vous voyez, avec son pinceau, quoi. Il y avait une dynamique qui n'était pas exactement la même des deux côtés. François n'a pas fait de campagne, par exemple. Il s'est permis de ne pas faire de campagne. Nous, on était sur la plage du marché tous les dimanches, on était dans la rue, on faisait des apéros de voisins. L'idée n'était pas de gagner la municipalité, on n'était pas obsédé par ça. L'idée, c'était de parler aux gens de cette nouvelle manière de concevoir la politique et la gouvernance. Donc, voilà, il s'est passé plein de choses. François a fait une réunion publique 2 semaines avant le premier tour, et une deuxième réunion publique 1 semaine avant le premier tour. Tellement sûr de lui, tellement sûr de gagner. Dans le lot des 15, il n'y en a pas un qui a déjà eu un mandat. Aucun n'a eu un mandat électif avant. Les méthodes dans lesquelles je ne rentre pas en détail n'ont jamais été testées pour prendre le pouvoir dans une municipalité. On est des piniclés, hein. On teste un truc, on tâtonne, on ne sait pas exactement où on va. Voilà. Et donc François l'a bien perçu, ça, il était persuadé que c'était gagné. Il était tellement persuadé que c'était gagné que la veille des élections, le samedi, je me permets de le dire même face à la caméra, parce que ça je le sais de source sûre, alors je ne vous dirai pas qui me l'a dit, parce que ça aurait été compliqué pour cette personne. Mais François a fait venir... vous avez un torcheron local aussi ou pas? Ouais, nous on en a quelques-uns. Ouais. Donc il a fait venir du coup un média, je me permets de dire ça parce que chez nous c'est vraiment pas très intéressant, je ne le citerai pas non plus, mais on doit avoir à peu près les mêmes. Et du coup il fait venir un journaliste d'un quotidien local et il titre l'article pour la première fois à Saillant, un maire est élu pour un 2e mandat consécutif. Parce qu'effectivement à Saillant, jamais un maire n'a eu 2 mandats consécutifs. Et François fait venir la veille des élections un journaliste en titrant que pour la première fois à Saillant, tellement sûr de lui, que pour la première fois à Saillant, donc l'article n'est jamais paru, hein, bien sûr. Voilà. Donc on arrive au jour des élections, grande masse, ça se passait dans l'école du village, donc beaucoup de monde, 80% de participation, et on gagne à quasiment 57%, 56,8 ou 9%. On a fait la braille. Hein. C'est là que le brasseur de bière commence à compter, là il était installé. Et donc du coup là on a... Tout ce chemin est un chemin de fête, de joie et d'interconnaissance avec les gens. L'alcool n'est pas obligatoire, il est juste fortement conseillé. Très bien de ne pas boire, c'est pas bien en plus. Mais vous dire que ça n'a pas été un chemin sacrificiel. Si vous voulez vous mettre en route, vous ne mettez pas sur un chemin sacrificiel, ça va être l'enfer. Pour vous et pour les autres, quoi. Ça ne doit pas être du sacrifice. Voilà. C'est une aventure à vivre. Et c'est ce qu'on a vécu. Et ça, voilà. Moi j'ai découvert, j'ai rencontré plein de gens. Même dans un village de 1200 habitants, vous vous rendez compte que vous ne connaissez vraiment pas tout le monde. Sur les 15, je devais en connaître 3. Il y a peut-être 3 personnes avec qui j'avais parlé avant. Et c'était la même chose entre eux. Hein. Donc c'est pas un groupe de potes qui s'est mis en route. Hein. C'est vraiment des gens qui se connaissaient pas, pour la plupart. Et on a appris à se connaître. Et on a appris à se faire confiance. Et c'est pour ça aussi que Vincent a quasiment eu l'unanimité dès le départ. C'est que les gens ont connu Vincent. Ils ne le connaissaient pas avant. Ils ont cheminé pendant 6 mois avec lui pendant la campagne. Et c'était une évidence que c'était lui. Voilà, donc c'est des gens qui ont appris à se connaître. Et ça a été un chemin de fête. Donc grosse bringue le dimanche, quand même. C'est quand même pas rien. C'est du boulot, hein. C'est un sacré taf, du coup. Hein. C'est beaucoup d'heures de rigolade, mais aussi de réfléchir, à se prendre la tête à ce qu'on fait, etc. On gagne les élections et ensuite, faut se mettre en route. Donc le principe, c'est que pendant les 6 mois de campagne, je vous l'ai dit, on ne parlait pas de démocratie participative, je l'ai redit. On ne parlait pas de démocratie, on la faisait. Donc ce qu'on a fait pendant 6 mois, c'était censé être c'est pas censé, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ce qu'on disait aux habitants, c'est que ce que vous allez vivre pendant 6 mois, c'est ce que vous allez vivre pendant 6 ans, si cette équipe est élue. Donc ces commissions thématiques, etc., c'est exactement de cette manière-là dont on fonctionne aujourd'hui qu'on est au pouvoir, maintenant qu'on est au pouvoir. Voilà. Donc il n'y a pas de surprise. Les 7 commissions thématiques dont je vous ai parlé, on les retrouve. Donc il y a 7 commissions thématiques qui fonctionnent aujourd'hui à Saillant,
à peu près les mêmes. Il y a eu quelques ajustements parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des thèmes qui allaient plutôt ensemble, tout ça, mais en gros, c'est les 7 commissions qui sont toujours là. Au lendemain des élections, on a fait une mairie porte ouverte. Donc la mairie est devenue la maison du peuple. Voilà, donc on a permis aux gens d'aller visiter la salle du conseil. 90% des Saillançons n'étaient jamais rentrés dans la salle du conseil. Et on a une petite salle de conseil qui est classée. Et voilà, donc enfin, moi je ne l'avais jamais vu non plus avant. Donc on a invité les gens à venir et à venir s'inscrire sur les commissions thématiques. Donc les élus accueillaient les habitants et prenaient leur adresse, postale, mail et téléphone, sur les 7 commissions dont je vous ai parlé. On a eu 250 inscriptions ce jour-là. 250 personnes, on est toujours 1200 dans le village. L'arrivée massive, c'est après, là, on était toujours 1200. 250 personnes sur 1200 sont venues s'inscrire sur des commissions participatives. Voilà. Et on a lancé ces commissions. Donc cette commission participative, les commissions thématiques. Alors le but du jeu pour les commissions thématiques, c'est de faire un diagnostic et de faire sortir de ce diagnostic 3 projets qui viennent répondre aux enjeux qui ont été déterminés pendant le diagnostic. Alors pourquoi 3 ? Parce que 7 fois 3 ça fait 21, et 21 projets d'habitants par an, ça fait déjà beaucoup. Voilà. Donc, ces commissions se réunissent a priori une fois par an, on fait un diagnostic et on sort 3 projets. Et ensuite, ces projets sont travaillés dans ce qu'on appelle des GAP, des groupes action projets. Rien à voir avec la ville. On aime bien GAP, mais c'est pas... Voilà. Donc des groupes action projets, donc là on est sur des projets très concrets, et donc ce sont des élus et des habitants qui travaillent autour de la réalisation des projets. Il ne s'agit pas de demander aux habitants de dire aux élus allez mener ces projets-là. On demande aux habitants non seulement d'avoir l'idée des projets, mais aussi de les mettre en place. Je vous donnerai les détails un peu des quelques projets qu'on a fait. Voilà, donc ça c'est les commissions thématiques, les GAP. Et je vais vous dire quels sont les personnages qu'on retrouve dans ces réunions. Les 4 personnages qu'on trouve sont l'habitant. Alors on va chercher les habitants concernés. Qu'est-ce que c'est qu'un habitant concerné ? Un habitant concerné, par exemple, si on travaille sur la rue Bidule, nous allons chercher les habitants de la rue Bidule. Les habitants du quartier pavillonnaire, leur avis, on s'en moque un peu. Ça ne nous intéresse pas plus que ça. Alors si on travaille sur le centre-ville, sur la grande rue, chez nous on a une grande rue. C'est la rue de Saillant en fait, un peu sur la grande rue. Si on travaille sur la rue principale, la vie de tout le monde nous intéresse parce que c'est une rue voilà, qui fait partie du bien commun. Si on travaille vraiment sur une zone particulière, on va faire l'effort vraiment d'aller chercher ces gens-là. Donc ce sont des habitants concernés. Alors pourquoi est-ce qu'on va chercher des habitants concernés ? Parce qu'on mise beaucoup et on croit profondément en l'expertise d'usage des habitants, de chacun. La notion d'expertise d'usage. Le fait de, lorsque j'ai l'usage d'un bien, ou lorsque... Est-ce que vous êtes au courant, par exemple, vous êtes expert de votre vie, chacun ? C'est vrai, vous le savez vraiment ? C'est rare, ça, hein ? C'est vrai, dans la Loire, on sait qu'on est expert de sa vie, vraiment. Parce que, on essaie quand même de nous faire croire le contraire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des experts dans tous les domaines. Même dans votre relation de couple, dans votre relation de vous à vous, par exemple. Il faut un médiateur dans votre relation de vous à vous, parce qu'il faut un expert. On a des experts dans tous les domaines. À tel point que finalement, vous n'êtes plus expert de rien. Quand vous êtes parent, vous n'êtes pas expert de vos enfants. Il y a des gens qui savent mieux que vous comment on éduque des enfants. Enfin, vous le savez, ça, vous le faites quand même remarquer régulièrement, ça. Voilà, donc on est dans un monde d'experts qui n'est pas sans intérêt. Le seul problème, c'est qu'on a poussé le bouchon tellement loin qu'on nous a retiré toute forme d'expertise. Et ben nous, on remet ça sur la place, quoi. Donc lorsqu'on est dans un village et qu'on partage un village, un quartier, une ville, on partage un commun, qui est ce village, ce quartier, cette ville, cette rue. Et donc c'est notre commun. Et les gens qui ont l'usage de ce commun sont les experts de ce commun. Voilà. Le politique, ah oui, ça je ne voulais pas dire en introduction, c'est ça. Alors qu'on soit d'accord sur un truc, si je vous dis que le politique c'est les habitants, c'est pas les élus. Les élus sont les représentants du politique. Ça va avec ça ? Pour les élus c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je sais pas où ils sont. Je préfère pas le savoir d'ailleurs.
Mais voilà, ce que je viens de vous amener, c'est de vous dire que les habitants sont politiques. Et même dans une démocratie représentative, on a des représentants qui sont des représentants du politique, représentants des habitants. Voilà, ça change un peu la donne. Rien qu'avec ça, déjà, on peut s'amuser pendant un petit moment. Donc un représentant, c'est quelqu'un qui écoute et qui met en œuvre. C'est pas quelqu'un qui pense à la place d'eux. C'est pas quelqu'un qui a des belles idées et des bonnes idées. Non, c'est quelqu'un qui écoute. Et qui a une vision un peu générale, parce que du coup, il est là quand même au quotidien sur la gestion des dossiers, et qui est capable du coup d'apporter une expertise, puisqu'il a une vision un peu générale de la gestion de la commune, puisqu'il n'est pas seulement sur l'urbanisme, sur l'économie, voilà, il est en capacité du coup de vous apporter une vision générale. Mais cette capacité-là ne doit pas écraser le politique, c'est-à-dire écraser les citoyens. Et c'est malheureusement ce qui se passe un peu partout, et même dans des échelles très locales. Alors là, j'ai fait un sacré détour, du coup, je ne sais plus du tout ce que je vous racontais. 4 personnages principaux, bien vu, merci. Le premier, c'était l'habitant concerné. Donc on se base sur son expertise d'usage, et l'expert et le politique, c'est lui. D'accord ? Le deuxième personnage, c'est l'élu, qui est systématiquement présent dans toutes les commissions participatives. Donc les GAP ou les commissions thématiques, l'élu est toujours là. Vous voyez, souvent, dans les DUPOP, on est souvent un petit peu dans ces travers-là, c'est-à-dire qu'on accompagne des groupes d'habitants un peu contre le pouvoir en place. Vous voyez, une espèce de... Voilà, on dissocie les deux. Ben, nous, non, on ne dissocie plus les deux. Nous. Les habitants et les élus travaillent ensemble. Voilà. Ça change un petit peu tout. Le troisième personnage, c'est l'expert technique. Donc on peut avoir besoin, et on a souvent besoin d'experts techniques sur les questions d'urbanisme, etc. Il y a des gens qui ont un savoir-faire qu'on n'a pas, nous, habitants lambda. Donc voilà. La seule différence, c'est qu'ils parlent au moment où on leur demande de parler. Et en général, pas au début. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des commissions soi-disant participatives, vous avez un expert qui prend la parole pendant 1 heure et qui vous écrase déjà tout. Hop, et à la fin, il vous demande si vous avez des questions. Non ? Ah, je suis surpris. Voilà. Donc nous, l'expert technique intervient lorsque lui demande d'intervenir pour faire vivre le politique. Voilà. Et il n'écrase pas le politique. Et le quatrième personnage, c'est l'animateur. Donc ça, c'était un peu mon boulot, et c'est le boulot de pas mal de gens, d'une quinzaine de personnes bénévoles à Saillant, qui n'avaient jamais fait d'animation de leur vie. Donc on a une quinzaine d'animateurs bénévoles. Donc l'animateur, son rôle, c'est de faire en sorte que chacun reste à sa place. Habitant, qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir, élu, que l'élu ne prenne pas le pouvoir non plus là-dessus, que l'expert reste bien à sa place, etc. Et son boulot, c'est de tenir un fil, le fil de l'animation, du début à la fin, et d'aboutir aux objectifs qu'on s'est donnés. Donc l'animateur fait ça. C'est un rythme qui est presque militaire, hein. C'est minuté, il y a des techniques, il y a plein de consignes. Par exemple, une des règles que dit l'animateur, c'est « vous n'avez pas le droit de vous couper la parole, mais moi je peux le faire ». Gonflé quand même, hein, du coup, hein, il y a une espèce de... Moi je peux le faire parce que si je le fais, c'est parce que il y a une prise de pouvoir, parce que vous restez... Enfin voilà, moi je peux le faire parce que j'ai une animation à faire vivre pendant 2 heures. Mais la contrepartie de tout ça, donc l'animateur a bien évidemment un pouvoir sur la méthode, et un pouvoir fort sur la méthode. La contrepartie de ça, c'est qu'il n'intervient jamais sur le fond. Donc il n'a aucune idée, il n'a rien à dire sur le fond des sujets qui sont discutés. Il n'a pas d'avis. Et s'il en a un, surtout, il ne l'exprime pas. Voilà. C'est un peu le deal qui est passé avec les participants. Je suis garant de la méthode, et je vais bien vous le faire comprendre que je suis garant de la méthode. C'est vraiment moi qui vais vous conduire, mais par contre, j'interviens jamais sur le fond. Voilà les 4 personnages qu'on retrouve dans chacune de nos réunions. On en est aujourd'hui à, ça fait un petit moment que je compte plus, mais on en est à plus de 100 réunions participatives depuis le début de la mandature. Nos élus sont crevés. Ils sont vraiment, enfin voilà, ça vous imaginez, plus de 100, alors ils ne viennent pas tous à toutes les réunions, ils viennent aux réunions qui les concernent, mais ça fait quand même beaucoup de travail. Les gens, est-ce que les gens viennent et continuent à venir Les gens viennent en fonction du sujet.
Vous avez beaucoup, je ne sais pas si vous avez, vous n'êtes peut-être pas dans des villes assez importantes, je ne me rends pas compte pour Argental, tout ça, combien d'habitants ça fait. Est-ce qu'il y en a qui sont dans des villes où il y a des conseils de citoyens? On appelle ça comme ça, des conseils de citoyens. Non. Il y a eu. Donc vous êtes trop petit. Je crois que c'est 80 000 habitants, il me semble. Peut-être moins. 40? Je ne sais plus. Comité de quartier. Oui, avant c'était le comité de quartier. Mais ils s'amusent régulièrement à changer de nom. Vous voyez, on vous en croire que c'est pas du tout la même chose qu'avant. Avant c'était nul, mais maintenant c'est mieux. Ouais. Non, c'est toujours pareil. Donc le principe de nos soi-disant commissions participatives, c'est de dire aux gens, d'inviter les gens à une réunion en imposant un thème. Donc en gros, ça veut dire, venez vous intéresser à ce qui est important pour vous. Et c'est nous qui le savons. Et ce sont les organisateurs qui savent ce qui est important pour vous. Vous voyez, on nie encore le fait que vous êtes expert de votre vie. Voilà. Les gens qui organisent ces réunions savent ce qui est important pour vous. Donc ils vont vous demander de venir pour réfléchir à ce qui est important pour vous. Et après on s'étonne que les gens ne viennent pas. Je ne sais pas si vous avez compris, toute l'énergie qui est assaillante, c'est de faire en sorte que les sujets de ces réunions sont déterminés par les gens eux-mêmes. Personne ne détermine à leur place les sujets sur lesquels ils vont travailler. Ce sont les habitants qui nous disent les sujets sur lesquels ils veulent travailler. Et ensuite, on travaille dessus. C'est pas très compliqué à mettre en œuvre, ça. Mais ils ne le font pas. Enfin, moi, je ne connais pas de commission participative qui fonctionne avec des sujets qui viennent des habitants. Je n'en connais pas. Les pires, ce sont les agents de développement à démocratie participative. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Non. Des gens qui sont formés pour faire de la démocratie participative. C'est dur. On a des formations déformantes en fait, dans plein de niveaux en France, dans l'animation, dans tout ça, dans tout ce qui est de la participation, on déforme vraiment les gens. Et on n'est pas capable de se donner juste ces réflexes simples, qui sont de se dire que les habitants savent de quoi ils ont envie de parler, et savent ce qui est important pour eux, et savent ce qui les préoccupe. Donc une centaine de réunions. Je vous donne quelques exemples de projets. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par l'aménagement des rythmes scolaires, qui n'est pas une mince affaire. Ça a été l'objet d'au moins 5, 6, 7, 8 réunions participatives. À chaque fois, on a eu beaucoup de monde. On a eu entre 30 et 50 personnes à chaque fois. Donc la mise en plage de tous ces temps d'animation périscolaire. Donc on a mis autour de la table des enseignants, des parents et des élus. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a eu des moments assez croustillants. Tous les gens n'avaient pas exactement les mêmes objectifs, bizarrement. Voilà. Mais ça a fonctionné, oui, ça a fonctionné, c'était une réussite. Donc l'aménagement des rythmes scolaires, tout l'aménagement mobilier de la grande rue. On a choisi un artisan local avec des produits forts, etc., etc. Le sens de circulation, les places de stationnement. On a fait un compost collectif, on a éteint les lumières. J'ai vu que vous avez plein de villages avec les lumières qui s'éteignent. C'est chouette. C'est chouette. Ouais, nous, on a fait ça il y a un an, avec cette municipalité-là. Certains ont vu le loup assaillant réapparaître depuis qu'on a éteint les lumières. C'est pas, recrudescence des cambriolages, l'insécurité assaillant, venez voir, c'est à mourir de rire. Assaillant, recrudescence du coup de l'insécurité assaillant. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Le loup aussi, c'est un peu énorme, on n'est pas loin du Vercors, mais il ne faut pas déconner non plus. Il n'est pas tout de suite là. Voilà pour vous dire que on est dans un village rural. C'est pas facile tous les jours. Des pots de fleurs, il y a eu tout un programme où on pouvait adopter un pot de fleurs. Donc on a une vingtaine de pots de fleurs immondes. Ceux qui sont venus me voir l'ont vu, parce qu'ils sont moches, ces pots de fleurs. C'est des grands pots de fleurs comme ça. Couleur pot de fleurs en plus. C'est là où ils sont cons, couleur pot de fleurs mais en plastique. Alors vous voyez ça de loin, vous dites ah sympa, puis vous rapprochez, c'est un pauvre plastique orange un peu pourri. Mais ce sont des habitants qui ont choisi ça. Donc, et d'ailleurs il y a une petite histoire là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui râlaient, franchement, moi je trouve ça moche, je trouve ça plutôt moche, mais on s'en fout que ça soit moche finalement, c'est des gens qui l'ont choisi. Et il y a des gens qui disaient, putain, c'est laid, vraiment, idée vraiment idiote. Et les gens ont répondu, c'était peu de temps après les gens ont répondu, est-ce que tu étais là à la réunion? Non? Ta gueule. Ah. Et j'aime bien cette réflexion. Alors c'est un peu simpliste, c'est un peu raccourci, mais c'est l'idée de se dire que toutes ces commissions sont ouvertes, et que si vous êtes intéressé pour la mise en place d'un projet, vous avez toute la place pour aller intervenir sur ce projet-là et aller le conduire.
C'est pas complètement satisfaisant en termes de démocratie, et on discutera, là on est en train de réfléchir à une nouvelle méthode. Surtout pour des projets qui vont impliquer l'ensemble du village, on ne peut pas dire qu'un groupe de 15 peut mener un projet et prendre des décisions pour 1200, c'est pas possible. Voilà. Alors on est un peu dans ce travers-là et on essaie de trouver des solutions pour y répondre. Vous voyez par exemple l'extinction des feux, c'est vraiment un groupe de 15 qui a travaillé là-dessus. Ils ont fait des trucs super intelligents, hein. Extinction des feux vachement plus tôt pour la nuit des étoiles et pour Halloween. Par contre les bringues, on a beaucoup de bringues à Saillant. Vous avez peut-être déjà compris ça du coup. Ouais. Les lumières qui s'éteignent plus tard, des différences quartier par quartier, saison par saison, enfin ils ont vraiment fait un truc super construit. Mais ça a été après imposé quoi. Et peut-être qu'il aurait fallu faire un petit référendum là-dessus. Peut-être qu'il aurait fallu faire... enfin voilà, il aurait peut-être fallu imaginer autre chose pour éviter qu'un groupe de 15 qui s'investissent et qui prennent des décisions qui impliquent 1200 personnes. Voilà, donc ça peut être l'objet d'une discussion qu'on aura tout à l'heure. Je fais les questions et les réponses, hein. Je vous prépare un peu vos questions tout à l'heure, hein. C'est pour plus de confort. Tu es l'expert. Ouais, moi je suis un animateur manipulateur du coup. Hein, mais je travaille sur moi. Voilà, donc tous ces projets sont menés. Je ne vais pas vous faire toute la liste, hein, mais il y a plein de choses de ce type-là. Et en ce moment, on est en train de travailler sur un PLU. Donc vous voyez, ça va de la crotte de chien et de la gestion des crottes de chien, qui n'est pas un projet très politique, à la mise en place d'un plan local d'urbanisme de manière participative. Donc là, on est en cours. D'ailleurs, c'est demain. Et demain, je serai aux ateliers avec vous. Et je ne vais pas pouvoir aller voir les méthodes du cabinet qui a été recruté. Donc demain, je crois qu'il y a un atelier à 10h, un autre à 14h et un autre à 16h, avec plein de méthodes d'animation que je ne connais pas. Et du coup, voilà, ils vont interroger les gens pour le futur PLU. En tout cas, pour les orientations du PLU. On n'est pas encore sur la partie écriture. Donc il y a tous ces projets-là, donc qui vont de la crotte de chien au PLU. Je vous invite, quand vous mettrez en route, à ne surtout pas négliger les problèmes de crotte de chien. On a le droit d'être expert des crottes de chien devant chez soi, pendant un temps, avant d'être expert de sujets beaucoup plus politiques et beaucoup plus ambitieux. Et il faut commencer par la crotte de chien. Il faut commencer par ce qui intéresse les gens. Lorsque les gens viennent dans une réunion, ils ne viennent jamais portés par l'intérêt général. La personne qui vous dit ça est un menteur. Voilà, ou quelqu'un ou un malade. On n'est pas porté par l'intérêt général de manière naturelle, c'est pas vrai. Lorsqu'on vient dans une réunion, on est porté par un intérêt particulier. Voilà. Et toute démarche participative ne saurait se construire sans entendre et sans construire à partir de ses intérêts individuels. Si vous passez à côté des intérêts individuels des gens, vous passez à côté de toute dynamique participative. Donc il faut passer par là. Et des fois, lorsque vous faites des réunions, et ben voilà, c'est très intéressant parce qu'on parle de crotte de chien. Et ben il faut accepter ça. Et ma croyance à moi, c'est que les gens montent en compétences. Et plus on va avoir à se croiser, et plus on va avoir à échanger, et plus on va s'éveiller. Ma conviction, c'est que des gens qui votent Front National sont tout à fait en mesure de travailler avec des gens qui votent Front de Gauche, PS ou les Républicains. On est tout à fait en capacité de se mettre d'accord sur la gestion des crottes de chiens, qu'on vote Front National ou Front de Gauche. On est même capable de se mettre d'accord sur un PLU, qu'on vote Républicain ou qu'on vote Front de Gauche ou FM. Voilà. 99% des affaires de notre village n'ont strictement rien à voir avec cette étiquette politique. Et je n'ai pas peur de travailler avec des gens qui votent Front National. Et j'ai une conviction profonde, c'est qu'on a plutôt tendance, lorsqu'on brasse, lorsqu'on échange, et qu'on travaille ensemble, à plutôt aller monter vers la lumière. Pour moi, le Front National, c'est l'obscurantisme, c'est la peur, c'est les préjugés. Lorsqu'on se rencontre et qu'on travaille ensemble, on a plutôt tendance à s'ouvrir et plutôt aller vers la lumière. Ça, c'est ma conviction profonde dans l'espèce humaine. C'est assez récent. Avant, j'y croyais pas du tout à ça. Voilà. Mais plus je fais de l'animation et plus je croise des gens, et plus je m'aperçois que les gens ont effectivement tendance à monter vers et aller vers des valeurs humanistes. Voilà. Donc ce que je vous propose là en termes de méthode, c'est non seulement une reprise de pouvoir, mais c'est aussi permettre à des gens de sortir de l'obscurantisme. Ouais, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu le chemin d'éducation populaire, hein, j'invente rien en vous disant ça, hein. Mais l'idée c'est de le mettre en œuvre.
Et donc les 30 ou 35% de gens qui votent Front National sont tout à fait capables, après un mouvement comme ça, de voter autre chose. Voilà, maintenant que je vous ai dit ça, qu'est-ce que je vous raconte d'autre? On va revenir à Saillant. Ça y est, c'est l'heure, hein, déjà? À peu près? Ouais, encore 5 minutes, ça va? Je mens, quand je dis 5 minutes, ça va jamais durer 5 minutes, ça va au moins 10 minutes. Ouais. Donc voilà, donc en ce moment, j'aurais pu vous dire qu'il y avait une baisse de la participation et j'aurais pu vous le dire jusqu'à il y a 2 mois. Il y a 2 mois, on a fait une réunion, on a fait un bilan des 2 ans, ou un bilan de l'année 2015. On a eu 100 personnes qui sont venues et qui sont venues bosser pendant 3 heures sur un bilan participatif. Donc on était 120 il y a 2 ans et demi à la première réunion publique, on est 100 aujourd'hui. Ça va, on se porte plutôt bien. Il y a des hauts, il y a des bas. Les gens viennent ou viennent pas. En général, quand ils viennent pas, c'est que le sujet ne les intéresse pas. Ou que c'est mal préparé, ou qu'il y a de la fatigue, ou ils ont autre chose à faire. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de baisse de la participation. Sur le PLU, par exemple, on a beaucoup de monde. Et pas des gens qui y participent habituellement. Vous voyez? Ça, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je sais pas. Là, les gens viennent vraiment pour leur intérêt individuel. Vous voyez, par exemple, là, sur certains d'entre eux. Voilà, alors... après, je reviens tout de suite après sur le Conseil des sages. Les 3 piliers de notre aventure, c'est la transparence. Donc on a un élu qui était très à cheval sur cette question-là. Effectivement, la première étape avant toute forme de participation, c'est bien évidemment la transparence et l'information. Donc la première chose qu'a fait l'équipe en arrivant, ça a été d'installer des panneaux d'information partout dans le village. De faire un site internet, de faire une lettre d'information, papier, pour ceux qui n'ont pas accès au net. Voilà, donc il y a un vrai effort sur l'information. Alors on ne sait pas toujours tout, etc., mais les gens qui disent qu'ils ne sont pas informés sont vraiment des gens de très mauvaise foi. On en a. Ils sont en général à la terrasse du bar des sports. Mais du coup, vraiment un gros effort en termes d'information. Le deuxième pilier, donc transparence, premier pilier. Deuxième pilier, la participation des habitants, c'est ce que je viens de vous raconter. Troisième pilier, la collégialité. Je vais aller assez vite là-dessus, parce que je ne suis pas élu, mais quand même juste vous dire que les élus travaillent tous par binôme. En gros, 7 commissions participatives, vous vous rappelez? Il y a un binôme de 2 élus par commission. 7 fois 2, ça fait 14. Et en gros, le 15e, c'est l'élu de l'opposition. En gros, voilà. Je vous raconterai aussi l'opposition. Ou pas, si vous me posez des questions ou pas. Donc, aucun élu ne peut prendre une décision seul. Aucun élu ne peut prendre une décision seul. Surtout pas le maire. Je dirais même qu'aucun binôme ne peut prendre une décision seule. Vous avez dans les fonctionnements municipaux habituels, vous avez ce qu'on appelle les, je ne sais plus comment ils appellent ça, conseil exécutif, bureau exécutif, bureau des adjoints. Donc vous avez le maire et ses 2 ou 3 principaux adjoints qui, avec le secrétaire de mairie, préparent les séquences du conseil municipal. Vous savez comment ça se passe, le conseil municipal? C'est à peu près comme à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que lorsque le maire propose quelque chose, les gens de la majorité lèvent la main pour approuver ce que dit le maire, et les gens de l'opposition lèvent la main lorsqu'il s'agit de voter contre. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Alors des fois, c'est un peu plus fin dans nos petits villages, parce qu'on arrive à avoir des fonctionnements un peu plus intelligents que ça, mais en gros, notre démocratie, c'est ça. Voilà. Et en général, comme c'est le maire et ses adjoints qui préparent les ordres du jour du conseil municipal, on se retrouve avec une instance qui est un peu vidée de son sens. Hein. Vous voyez, les choses sont un tout petit peu déjà décidées à l'avance. Hein. Donc tous les dossiers sont gérés par 3-4 personnes et le secrétaire. Chez nous, tous les élus se rencontrent tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs, de 20h à 23h, j'y étais hier soir, les élus se rencontrent et discutent pendant 3 heures de l'ensemble des dossiers du village. Ce qui fait que même un binôme ne peut pas prendre de décision seul. Un binôme d'élus ne peut pas engager de projet tout seul. Et en général, le boulot de ces élus, c'est comme ils ont participé aux commissions participatives, vous vous rappelez le fil? Lorsqu'ils viennent le jeudi soir, ils racontent ce qui s'est dit et ils racontent les projets qui sont en train de se construire avec les habitants. Et ce qui fait que s'il y a les autres élus qui à un moment donné leur disent c'est pas un projet prioritaire, c'est un projet qui coûte trop cher, ou ça rentre pas dans la ligne de ce qu'on veut faire, etc. Ça peut arriver, du coup, des choses comme ça. L'élu vient redescendre aux habitants. Bah écoutez, on a un problème avec notre projet. Enfin, ça peut arriver, je crois que c'est pas vraiment arrivé, mais en tout cas, il peut dire aux habitants, bah, il va falloir qu'on modifie un peu notre projet,
parce que ça va coûter trop cher, on n'a pas les moyens, parce que ça va pas être prioritaire, on a d'autres choses à faire, parce que la salle des fêtes, c'est un peu... Enfin, voilà. Donc il y a ces allers-retours permanents entre les élus et les habitants. On n'a pas renversé le système, nos décisions se prennent au conseil municipal. Nos commissions participatives ne sont pas décisionnaires. Ce sont des instances de construction, de montage de projet. Ce ne sont pas des instances décisionnaires. La décision se prend au conseil municipal. Mais comme il y a des allers-retours permanents entre les élus et les habitants et qui travaillent ensemble, il n'y a pas de surprise au conseil municipal. Voilà. Ça c'est fait. Donc des allers-retours permanents, les décisions se prennent. Oh c'est gentil ça. Merci, vous avez vu que je commençais à tousser, je commençais à arrêter de la cloche, merci. Ça par exemple en Haute-Savoie, que dalle, hein, du coup, rien à faire. Hein. En plus j'étais enrhumé, j'étais tout enroué, je me suis débrouillé tout seul jusqu'à la fin, pas un verre d'eau, rien du tout. Merci. La Loire, je m'en rappellerai. Donc voilà, donc collégialité, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur la collégialité? Par exemple, ils ont trouvé un système pour permettre à tous les adjoints, c'est que des adjoints, il n'y a pas de conseillers. En fait, la question c'était de se dire, il n'y a pas de raison qu'il y ait des élus qui touchent une indemnité et d'autres qui n'en touchent pas. Donc ils sont allés voir le secrétaire de mairie en disant, tu te débrouilles avec la loi, mais tu nous fais un truc légal bien sûr, et qui nous permet à tout le monde de toucher une indemnité. Et en fait, le truc c'était qu'il faut que chacun ait une compétence. Et bien c'est ce qu'ils ont fait du coup. Donc chaque binôme a une compétence, donc tous les élus ont une compétence, donc tous les élus touchent une indemnité. Voilà. Donc on a divisé du coup les indemnités par le nombre d'élus. Sauf le maire passe beaucoup plus de temps que les autres hein, quand même à la mairie. Hein. Donc vous voyez, on n'a pas complètement, on a un maire quand même, hein, on a quand même quelqu'un à la mairie qui passe quand même beaucoup de temps. Et cette personne-là est passée à mi-temps, donc il est veilleur de nuit à mi-temps maintenant. Voilà. Donc il touche une indemnité qui est un peu plus importante que les autres parce qu'il a fait ce choix-là. Je me rends compte, je ne vous ai pas du tout regardé, vous, ce soir. Bah oui, parce que du coup, je suis très embêté avec ce micro. Et vous voyez, quand je tourne la tête, ça passe pas du tout dans le micro. Vous non plus, je vous ai le bonsoir aussi. Bonsoir. Ouais, il aurait peut-être fallu que je change de chaise, plusieurs. Ouais. Eh oui, j'ai pas pensé. Je suis tellement pas habitué que j'ai pas pensé. Trop tard. J'ai quasiment fini. Donc les indemnités ont été réfléchies comme ça. Voilà, sur la collégialité, voilà ce que j'avais à peu près à vous raconter. Le Conseil des sages. Le Conseil des sages. Alors on a fait un instant de travail avec les élus, avec les futurs élus, les candidats. Où on a redessiné notre schéma municipal. Il y a un schéma municipal assez classique qu'on retrouve un peu partout, et nous on l'a retravaillé. Et je les ai fait travailler, en fait, j'ai découpé des petites bandelettes avec tout ce qu'on retrouve sur un schéma municipal, le conseil municipal, le bureau exécutif, les adjoints, les habitants, etc., etc. Et j'ai demandé ils sont mis en 6 équipes de 4, ou 5 de, je sais pas, 2, je sais plus. Et ils sont mis par petits groupes, et ils ont du coup chacun monté leur schéma municipal, en collant des petites bandelettes, et ils avaient le droit des bandelettes vierges aussi. Et il y a un groupe qui a mis sur cette bandelette vierge, du coup, à une espèce d'instance de contrôle. Ça a failli s'appeler Politburo. Bureau politique, mais là, c'est quand même pas très terrible. Et on a appelé ça Conseil des sages, qui est pas terrible non plus, parce que ça existe, les Conseils des sages. Je sais pas si j'ai pas une gueule de sage, déjà. Et les Conseils des sages, c'est souvent des conseils d'anciens, qui sont un peu garants de la tradition du village, etc. On n'est absolument pas garant du tout de la tradition du village. Hein. Pas du tout peut-être de tradition non plus, hein, je pense, pas du village du coup. Donc nous, notre boulot, on a 4 missions. On a une mission de veille. Donc on va dans toutes les instances participatives et on veille à ce que la démarche participative soit bien respectée. Donc que l'animateur n'intervient pas sur le fond, que l'élu reste bien à sa place, etc. Que les méthodes sont toujours actives et que ça fonctionne, que les habitants continuent à participer, s'ils ne participent pas, on se pose la question du pourquoi, etc., etc., etc. Donc c'est une instance de veille on dit constructif et bienveillant parce qu'il ne s'agit pas d'aller tacler les élus, il s'agit de les soutenir. Donc lorsqu'on observe un dysfonctionnement, on va voir les élus et on réfléchit ensemble à comment résoudre ce dysfonctionnement. Donc la mairie porte ouverte, c'était une idée du Conseil des sages. Voilà, on réfléchit à des méthodes comme ça. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir à une nouvelle méthode, si vous avez une question là-dessus. Quelqu'un retient cette question-là ? Voilà, donc on est en train de réfléchir à des nouvelles méthodes participatives puisqu'on s'aperçoit que la modalité de petit groupe, tout ça, ne permet pas à tout le monde de participer. Voilà, donc on est là-dessus.
Donc veille sur la dimension participative. La deuxième chose, c'est qu'on accompagne et on forme les animateurs bénévoles. Le groupe de 15-20 animateurs, ben, voilà, on se voit 2 ou 3 fois par an et on se fait des petites séquences de formation. La troisième mission, c'est une mission d'évaluation. Donc on travaille avec un chercheur, et là ça y est, on a fait passer les questionnaires, on a fait passer 233 questionnaires en porte-à-porte avec les habitants. Et les questionnaires consistaient essentiellement à vérifier que les gens avaient bien toutes les informations sur les différentes instances et d'avoir leurs sentiments sur la manière dont fonctionnait la mairie. Donc on a fait 200, ça fait beaucoup, 233 questionnaires, avec des rues prises au hasard en fait. Hein. Donc on est dans une rue, puis on prenait tous les habitants de la rue. Donc on n'allait pas voir les copains et les sympathisants. Et la quatrième chose que fait le Conseil des sages, c'est ça, les SMAges. Donc l'idée c'est qu'on cherche la pandémie. Hein. Pas seulement les SMAges, c'est la pandémie qu'on cherche. Hein. Du coup 36 000 listes participatives en 2020. Donc faire en sorte que ce modèle ne soit pas recopié, parce que je vous dis c'est débile de recopier un modèle, mais que ça puisse servir d'inspiration pour des élans dans plein de petites communes en France. Comment il est nommé le Conseil des sages? Par tirage au sort. Alors au début c'était lot de consolation. On est passé de 22 à 15, et puis finalement à 12, puisqu'on a gagné à 57%, donc on a 12 candidats qui ont été élus, 12 élus de la majorité, 3 de l'opposition. Donc les 10, leur lot de consolation c'était le Conseil des sages, et puis moi qui étais animateur, on m'a proposé aussi le Conseil des sages. Donc au début ça a été ça, et puis ça a vite écrémé parce que les gens n'étaient pas très intéressés. On n'intervient jamais sur le contenu des dossiers. La plupart des gens qui étaient sur la liste des élus, qui n'ont pas été choisis, qui n'ont pas été élus, ce qui les intéressait quand même davantage, c'était quand même beaucoup les contenus des dossiers. Donc les gens sont gentiment sortis du Conseil des sages parce que ça ne les intéressait pas. Et là maintenant on est repassé, donc on est descendu à 4 et maintenant on est à nouveau 12. Et donc c'est tirage au sort après appel à candidature. Donc on fait une réunion. On explique aux gens. On fait une réunion où on explique aux gens ce qu'on fait, l'émission, et ensuite on fait un tirage au sort en respectant la parité de genre. Voilà, donc on est 6 garçons et 6 filles. Au Conseil des sages. Voilà, j'ai plein d'autres trucs à vous raconter, mais en général, ça répond à vos questions. Donc je vais m'arrêter là. Et voilà. Ça va être à vous. Voilà, ceux qui veulent intervenir vont faire en levant la main. J'essaierai d'aller dans l'ordre des mains qui se lèvent, mais ça n'est qu'au micro, hein, toujours pour la prise de son de l'émission, si j'ose dire. C'est pratique pour la gestion de la parole. Les micros, c'est quand même vachement pratique. C'est comme le bâton de parole pour les enfants à la maternelle. Voilà. J'ai pas tellement une question, mais un sentiment quant au contenu de cette réunion. Je n'habite pas ici, en fait, je viens de Roanne. Et c'est Jean-Pierre, en fait, qui m'avait parlé qu'il y aurait cette pas conférence, mais manifestation. Et ce que j'ai entendu, ça me fait penser que ça fait 15 jours que sur Roanne, il y a Nuit debout, que j'y participe activement, qu'on discute avec plein de gens. Et j'ai l'impression que la traduction de ce que pourrait devenir un mouvement comme Nuit debout, c'est peut-être fédérer des gens pour qu'ils s'entendent d'expérience. J'ai le sentiment que c'est très exigeant comme chose, que tout est à construire, mais que la description de l'autocratie qui est notre pays, en fait, que ce soit au niveau des mairies, en tout cas à Roanne, c'est un peu ce qui a été décrit en caricature. Je trouve qu'effectivement, il y a des choses à prendre dans ce qui a été dit. Bon, demain, je ne pourrai pas participer aux ateliers parce que je suis à un forum affirmé sur le climat. Par contre, je convaincrai des gens sur Roanne pour qu'on aille à Saillant pour aller plus loin, quoi, effectivement. Mais merci pour la conférence, l'expression. En fait, je voudrais savoir comment cet ovni de Saillant a été perçu dans la communauté de communes, enfin dans la communauté de communes et localement. Chez Marie. Chez Hervé, oui. Alors, pour vous raconter ça, je vais vous raconter encore une petite histoire. Donc Vincent et l'équipe de Vincent
a gagné les élections. 3 semaines après, première réunion du conseil communautaire. Vous savez que c'est une élection directe. Donc lorsque vous avez voté pour les élections municipales, vous avez voté à la fois pour des candidats au niveau local et à la fois pour des candidats au niveau communautaire. Au niveau conseil communautaire. Et ce gentil petit monde se retrouve à la première réunion du conseil communautaire et élit en son sein son président et ses vice-présidents, et son exécutif. Donc c'est ce qu'on appelle du vote en direct, scrutin en direct. Alors, ça s'est passé de la manière suivante. Donc le conseil communautaire a eu lieu, et donc déclaration des candidats et des postes, un poste de président, un candidat, 6 postes de vice-président, 6 candidats. Là, vous dites les mecs, alors, soit les choses sont bien faites, hein, soit c'est une démocratie. Enfin, vous êtes vu avant, vous avez décidé avant de qui seraient les candidats et qui seraient les futurs vice-présidents, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, c'est ça. Je vois que vous croyez aux coïncidences, hein, mais c'est quand même rigolo, quoi. Un poste de président, un candidat, 6 postes de vice-président, 6 candidats. Pas 7, hein, 6. Énorme. Voilà. Donc c'est plus simple comme ça, hein. On n'a pas besoin de s'emmerder, du coup, à devoir argumenter, contre-argumenter, etc. On n'a qu'à tout décider avant. C'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Et 7e poste de vice-président, celui où se présente Vincent, et là, pas de bol, il y en a un autre qui se présente en face. C'est con quand même. Voilà. Donc, tous les postes, il y a un candidat et un poste, et puis celui où se présente Vincent, ben, pas de bol. Il y en a un deuxième qui se présente. Et devinez qui c'est? Eh non, pas Hervé quand même. Non, ce serait énorme. Il a autre chose à faire. Il y a la présidence dans 2017, il y a 2-3 trucs à faire quand même, Hervé. François. François se présente face à Vincent. Sur son ancien poste de vice-président de la Comcom, quoi. Ouais, bon, c'était mon poste, pour le tourisme, je crois. Jeunesse et tourisme. Et là, on se dit, bon, le suffrage universel a parlé, il parle une fois tous les 6 ans pour les municipales. C'est le seul moment où on nous fait croire que vous savez que les élections, c'est pas la démocratie, hein. Ouais, vous savez, nous, c'est le seul truc qu'on a pour nous faire croire qu'on est en démocratie, mais c'est le dernier truc qu'on a, le suffrage universel. Voilà. Donc on se dit, les mecs, ils vont quand même respecter ça. Il y en a qui viennent de perdre, d'autres qui viennent de gagner, ils vont quand même respecter ça. Mais non. Non. Et puis large, hein, je sais plus ce que c'était le score, mais ça devait être 38 voix pour François et 10 voix pour Vincent, quoi. Vous voyez, pas photo, quoi. Coup de pied aux fesses, quoi. Voilà. C'est ça notre démocratie. Vous voyez, le maire qui vient de se faire élire 3 semaines avant, du coup, c'est pas lui qui sera vice-président, c'est le maire qui vient de se faire botter les fesses. C'est ça. Je trouve ça sublime. Donc du coup, on descend avec une 50aine de saillançons avec des panneaux de déni de démocratie à la conseil communautaire suivant. Hein. On a pas le droit de se taire, mais par contre, on a quand même le droit de... Voilà, donc on vient avec tout ça, avec les médias, etc. Voilà, je vous raconte pas la séance, c'était grotesque. Personne ne parle en fait, hein, du coup. Moi je me demande un peu ce que font les élus dans cette situation-là, ou quelle force peut avoir Hervé sur l'ensemble des élus locaux. Enfin, je sais quelle force, il a une enveloppe parlementaire, et il a... Voilà, je sais la force qu'il a. Du coup, tout le monde se tait. Même les 10 qui ont voté pour Vincent, à part 1 ou 2. Donc rien ne se dit. Vice de procédure, une commune qui s'appelle Véronne, qui est au-dessus de Saillant, vice de procédure, il y a un élu qui n'était pas éligible, qui a été élu. Donc, redistribution des cartes. Et entre-temps, il y avait une possibilité pour les communes de s'arranger sur le nombre de conseillers communautaires. Et entre-temps, donc après la vice de procédure, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Votre nombre de conseillers communautaires est strictement proportionnel au nombre d'habitants. On ne peut plus s'arranger. Récupère 7 ou 8 postes, donc ils sont quasiment majoritaires tout seuls. C'est ça aussi notre démocratie. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous vivez dans une communauté de communes où vous avez un bourg-centre important, les communes à côté, c'est terminé. Votre pouvoir est réduit à néant. Voilà. Alors on se demande s'ils ne le font pas exprès. Non, vous ne croyez pas qu'il y a un petit... je sais pas. Donc déjà que le seul pouvoir démocratique qu'on peut espérer, c'est au niveau local, mais là, aujourd'hui, il est en train de se faire détricoter. Hein. C'est-à-dire que toutes les compétences vont à la communauté de communes, c'est des exalos de plus en plus importantes qui se... Voilà, donc quand vous habitez dans un petit village, c'est terminé. Hein.
fil, là. Je vous raconte ça parce que... c'est ça, hein. C'est ça, merci. Alors, faudrait qu'on intervienne tous les deux ensemble régulièrement, du coup ça... Vice de procédure, donc Cré récupère cette voie et nous on en perd une. Donc chez nous on avait le maire, qui était conseiller communautaire, une adjointe et François, pour l'opposition, qui était conseiller communautaire. Et là, on a un conseil communautaire, on a un conseil municipal, c'est magnifique, je veux dire, comme quoi les gens, des fois, n'ont pas tellement de pudeur, quoi, ou de fierté, je sais pas. Donc François prend la parole au conseil municipal et nous dit qu'il ne comprendrait pas, donc il faut que nous, on doit passer de 3 à 2, hein. Donc il faut qu'on enlève un conseiller. Et il nous dit qu'il ne comprendrait pas comment une liste participative accepterait de ne pas faire vivre la pluralité au sein du conseil municipal, au sein du conseil communautaire. Et propose, pour respecter aussi la parité de genre, du coup, que Vincent s'occupe des affaires du village et que lui soit le représentant de la commune au conseil communautaire avec Agnès, la conseillère. C'est énorme, non? Bah, il essaye. Ouais. Et donc voilà, on est des gentils, c'est des gentils, des élus, mais là, faut pas quand même pousser mémé dans les orties, hein, donc bien sûr que c'est pas passé. Hein, donc François n'est plus conseiller communautaire. Hein. Après, il y a le conseil général, je vous raconterai si vous voulez. Les élections du conseil départemental, c'est pas très très bien passé non plus pour lui. Voilà. Donc on recommence, donc François n'est plus conseiller communautaire. Les conseils communautaires se réunissent pour réélire un nouveau président, vice-président, avec un poste de président, un président, 6 postes de vice-président, 6 candidats, et le 7e poste, celui où se présente Vincent, et putain, il y a encore un mec qui se présente dessus, quoi. Donc le maire d'une petite commune, beaucoup plus petite que la nôtre, qui brigue le poste aussi, voilà. Et là, pareil, 38 voix contre 10, voilà, un peu de couture, quoi. Donc la 3e commune de la communauté de communes n'est pas représentée dans les vice-présidences. Et la séance se termine par un vote, parce qu'il restait une place à prendre dans l'exécutif, pas un poste de vice-président, juste un poste dans l'exécutif. Il y avait un candidat, un poste, c'est Vincent. Il y a eu une majorité de vote blanc. Pour vous donner un petit peu l'ambiance générale, ça va mieux aujourd'hui, parce que il y a eu 2 ans d'exercice et que nos élus sont des gens sains, des gens transparents, des gens bien, et que finalement il y a pas mal de préjugés qui ont fini par tomber, mais il continue à y avoir une opposition assez frontale. Et aujourd'hui, ils essaient de nous vendre un centre aquatique qu'ils annoncent à 9,2 millions d'euros, tout en nous disant qu'il y a une part d'aléatoire, etc. Donc ce ne sera pas un projet de 9 millions d'euros, ce sera un projet à au moins 12 millions d'euros, sur une commune, sur une zone de chalandise qui est ridicule. On est 15 000 habitants. C'est ridicule. C'est un projet qui est ridicule. Voilà. Et qui va impacter nos impôts. Voilà, ça s'est annoncé. Et donc un projet qui n'a été même pas présenté dans le cadre d'un programme. Voilà. C'est nos élus et Hervé Mariton. Il n'y a pas beaucoup d'ambition entre nous, Hervé. Hein. Il y a des gens qui laissent leur nom du coup sur un musée, sur une école. Lui, putain, c'est un centre aquatique, quoi, avec un sauna. La classe, quoi. La classe, voilà. Ambition, quoi. Ambition. Voilà, donc ça va créer 15 emplois. Ouais, c'est énorme. Hein. Et les 15 emplois, du coup, représentent les 400 000 euros de déficit qu'ils nous ont annoncé hier. Prévisionnel. Ce ne sera pas 400, ça sera au moins 800. Voilà, c'est ce qu'ils viennent de nous vendre hier au comité. On les a invités au comité de pilotage, on les a bien reçus. Je vous avoue que hier, les comités de pilotage sont ouverts au public. Tous les comités de pilotage sont ouverts au public. Voilà l'ambiance qu'on a au conseil communautaire. Alors moi j'ai une question en lien, disons que dans ma propre expérience d'engagement, je m'aperçois que, aussi joyeuses soient les expériences collectives, je les vis en général beaucoup mieux quand je suis dans des périodes de chômage et que je ne cherche pas de travail ou un temps partiel et un travail dans lequel je suis peu engagée. Du coup, je me demandais quelle était l'activité des personnes qui étaient élues. Est-ce que c'est des personnes qui étaient... Enfin, quelle disponibilité en termes de temps elles étaient en capacité de mettre pour pouvoir faire ce travail. Voilà. Je pense qu'on a 3 ou 4 retraités. Tous les autres sont en activité.
Donc on n'a pas de... On n'a personne au chômage, je crois pas. Non, non, ils sont quasiment tous en... Ils sont tous sur les 12 de la majorité. Je vois 3 retraités et 9 actifs. La question se pose aussi pour les habitants, la disponibilité des habitants. Il n'y a pas 50 000 solutions. La solution que je vois, effectivement, moi j'ai beaucoup de copains et je m'engueule avec certains d'entre eux, j'ai arrêté de les taquiner là-dessus. Il y a beaucoup de gens, des gens de ma génération, qu'on voit très peu. Les 25-45, là, on les voit très très peu dans les réunions. Et pourtant, c'était des gens qui étaient très présents pendant la campagne. Et du coup, l'argument, c'est de dire, entre le boulot, la famille, les enfants, j'y arrive pas. Alors, de temps en temps, je taquine un peu parce que je fais à peu près la bringue 3 ou 4 fois par semaine avec eux. Donc, voilà, c'est des choix, quoi. Hein, ne dis pas que t'as pas le temps, dis-moi que tu fais des choix. Donc, voilà. Mais effectivement, il y a un vrai problème là-dessus. Et l'une des solutions, c'est de bosser moins. Hein. Je veux dire, la baisse du temps de travail, maintenant, il va falloir commencer à réfléchir de manière sérieuse, quoi. Je veux dire, le partage du temps de travail... Et de consacrer 7 heures par semaine à la vie de son village ou à la vie de son quartier, ça devrait être obligatoire. Et ça devrait faire partie du contrat qu'on a. Voilà. On bosse 28 heures et on consacre 7 heures de sa vie, ou 6 heures de sa vie. Combien il faut arriver à 35, ça fait 7, c'est ça? Et on consacre 7 heures de sa vie à l'organisation de son village, de son quartier. Pour moi, ça devrait être la règle. On n'y est pas. Non, on n'y est pas. On peut plutôt passer à 39. Donc voilà, donc il y a le problème de la disponibilité qui est un vrai souci et qui pourra se résoudre que de cette manière-là. Voilà. Bonjour. Moi j'avais une question. Ouais. Comment ça se passe exactement dans les commissions quand les gens ne sont pas d'accord entre eux pour amener un projet à la fin? Parce que ça doit bien arriver quand même. Là, comme tu nous l'as dit, on a l'impression que les commissions s'organisent, les gens discutent, on trouve une solution, mais je pense qu'il y a des conflits. Comment on gère le conflit? Comment on prend une décision quand il y a deux positions opposées? Voilà. Comment vous faites concrètement? Alors je ne vais pas vous dévoiler tout le contenu de la télé de demain, mais on va le voir, on va le vivre demain. Demain, on va faire des jeux de rôle en fait. Vous allez vivre la première réunion de Saillant. Et les animateurs, c'est des gens qui seront dans l'atelier de demain. Alors je vais vous la faire rapide. Il n'y a pas de débat il n'y a jamais de débat dans nos réunions. Lorsqu'on fait le diagnostic et lorsqu'on demande aux gens d'exprimer leur avis, on part du principe. Alors déjà, on part du principe que les personnes qui sont là sont les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. C'est pas seulement un principe, il faut en être convaincu de ça. Les personnes qui sont là sont les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Il manque personne. Deuxième principe, c'est de se dire que chacun a le droit de penser ce qu'il pense. Et chacun a le droit de l'exprimer. Et qu'il n'y a pas de meilleure pensée que l'autre. Dans un cadre républicain, etc., on est bien d'accord qu'il y a des choses qu'on ne souhaite pas entendre et qu'on ne laissera pas se dire. Mais sans rentrer dans ces extrêmes-là, tout le monde a le droit de penser ce qu'il pense. Et tout le monde a le droit d'exprimer. Et tout le monde a le droit d'être sécurisé dans l'expression de ce qu'il a à dire. Donc ça, c'est le boulot de l'animateur. Et on passe, lorsqu'on travaille, on passe de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif. C'est ça le chemin. Donc on va demander à chacun d'exprimer son avis individuel sur la question, en tant que personne concernée par une question. Et il y a une méthode qui s'appelle la méthode du métaplan, c'est une méthode avec des post-it. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, hein. Vous avez besoin de post-it, de 2 couleurs différentes si vous pouvez, c'est bien. Voilà. Vous avez besoin de feutres, de grandes feuilles de papier, de scotch pour les coller les grandes feuilles de papier, et de gommettes. Voilà. Vous voyez ce que c'est les gommettes? Petites pastilles de couleur là qu'on colle. C'est comme ça qu'on a choisi les 33 projets, je vous l'ai dit ou pas? On est passé de 66 projets à 33 projets, on a donné une ramette de 10 gommettes à chacune des personnes qui étaient présentes. Ça fait un paquet ça quand même, hein. 10 fois 100, vous voyez, ça fait de la gommette. Hein. Et du coup, on a demandé aux gens d'aller coller leurs gommettes sur les projets qui leur paraissaient prioritaires. On avait affiché les 66 projets dans la salle, et les gens venaient coller leurs gommettes sur les projets qui leur paraissaient prioritaires. On compte les gommettes, et on a nos 33 projets prioritaires. Vous voyez, pour éviter les débats dans les prises de décision, il s'agit de compter les gommettes. Et vous avez un ordre de priorité des projets. Il n'y a pas de débat. Et du coup, quand vous n'êtes que 15, ça fait pas beaucoup. S'il y a la moitié, s'ils sont 7 et 8, par exemple, pour prendre une décision sur le terrain public, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais
Ouais. Il y en avait eu 7 qui étaient pour l'éclairage public toute la nuit, et 8 pour la fin. Ouais. Alors la question de l'éclairage public, c'est pas posée comme ça. La question, c'est pas de savoir si on était pour ou contre. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on se débrouillait pour éteindre les lumières la nuit. Donc du coup, les gens ont plutôt discuté là-dessus. Si on avait posé la question à la population, est-ce que vous êtes pour ou contre, on l'aurait fait comme ça, on aurait fait un référendum, on aurait mis en place ce type de méthode. Mais on va vous demander, par exemple, sur l'environnement, quel est votre diagnostic, quels sont les points faibles du village dans l'environnement. Il y a des gens qui vont mettre des choses, et puis d'autres qui vont mettre d'autres idées. Et on va rassembler les idées qui vont ensemble. On va faire des patates, des choses qui englobent du coup des idées. Il y a des patates dans lesquelles vous avez 25 post-it, il y a des patates dans lesquelles vous en avez 2. Et là, à ce moment-là, vous retournez vers les gens, et vous demandez aux gens, d'après vous, quelle patate nous allons travailler? On va pas travailler la patate de 2, tout de suite. Peut-être que la vraie bonne idée, elle est dans la patate de 2. Et ça peut arriver, ça. Hein. Mais aujourd'hui, les habitants ne considèrent pas que cette idée est l'idée majoritaire sur laquelle il faut travailler aujourd'hui. Ça arrivera peut-être à la prochaine réunion. Mais à cette réunion-là, c'est pas le cas. On va donc travailler la patate de 25, qui est peut-être une mauvaise réponse. On s'en fout. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu particulier. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, les élus diront peut-être pas la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le développement de mon village. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens participent. Et que les gens s'engagent dans ce qui est important pour eux au quotidien et qu'ils reprennent le pouvoir sur leur vie. C'est ça qui m'intéresse. Qu'on travaille sur des mauvaises solutions à des faux problèmes, si on doit en passer par là, on en passera par là. Et je vous dis encore une fois, moi je reviens sur ma conviction, qui est de se dire que les gens montent en expertise et que, au bout d'un moment, ils mettent le doigt sur les vrais problèmes et vont chercher les vraies solutions aux vrais problèmes. Mais s'il faut faire des détours par des faux problèmes, faisons des détours par des faux problèmes. Sauf que si le faux problème impacte fortement le budget, vous faites quoi? Vous sentez que c'est un faux problème et qu'il y a un impact très fort du budget. Là, on a déjà un problème. N'aviez pas la parole. On va y répondre. Alors, moi, c'est ma réponse, encore une fois, c'est pas forcément la réponse des élus. De considérer ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une hyper-conscience de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Partons du principe, je sais pas, les caméras de surveillance. Moi, je ne travaillerai jamais sur un projet de caméra de surveillance, je crois profondément que c'est pas la solution au problème. Si les habitants, majoritairement, estiment qu'il faut mettre en place des caméras de surveillance, pourquoi pas? Ça ne me choque pas. Dans ma méthodologie, ça ne me choque pas. Mais ça coûte cher. Donc après, bah voilà. Et je pense pas que les élus diront la même chose que moi. Parce que là, pour le coup, je pense que j'ai une bande d'élus qui est franchement contre ça et qui, du coup, va argumenter et sur-argumenter pour dire, les gars, ça coûte cher, ça sert à rien, etc. Mais peut-être que s'ils suivent vraiment le chemin qu'on s'est fixé, ils finiront, pourquoi pas, par imaginer, permettre à un groupe de gens au travail, en tout cas pour faire une estimation de ce que ça coûte, aller regarder des études pour voir si ça répond vraiment aux problématiques, etc. Donc je pense qu'il y aura un travail comme ça qui sera organisé. Mais moi, dans mon chemin à moi, d'animateur, ça me va si on doit faire un détour par l'achat de caméras de surveillance. Voilà. À Grenoble, ils les ont revendus à Nice. Vous voyez, ils ont revendu à... Comment il s'appelle, le maire de Nice, ils ont... Voilà, à Estrosi, donc très bien. On n'a qu'à acheter 3 caméras de surveillance et les revendre après Hervé. Il y a déjà des caméras à Cray. Donc on peut très bien, il sera ravi d'avoir des caméras d'occasion pour continuer à fournir et à garnir sa ville, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi là-dessus, je vous partage ma conviction. Voilà. Moi je suis prêt en tout cas à accompagner, peut-être pas sur des sujets comme celui-là, des sujets qui m'oppressent, mais pour moi le chemin peut aller vers des fausses solutions et d'aller accompagner des gens pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que c'est pas la bonne voie. Voilà, je continue à prôner le fait qu'il faut arrêter qu'il y ait des gens bien conscients et conscients des choses et qui donnent la bonne parole à des gens qui n'en ont pas la conscience. Voilà. Ce chemin-là est terminé. Voilà, il faut arrêter de jouer avec ça. Personne ne sait mieux que personne ce qui est important pour la communauté. Personne. Voilà. Droit d'erreur sur devoir. Moi j'avais une question par rapport à la participation, c'est-à-dire qu'on dit c'est les habitants, les gens, etc. Sauf que c'est quels gens, c'est quels habitants qui portent quoi, qui portent la parole de qui.
Pour moi, c'est une vraie question. Si on veut faire de la vraie participation, il faut qu'il y ait une représentation de toutes les catégories sociales, de toutes les professions, etc. Donc du coup, je pense que quand on a une population de 1200 habitants ou 50 000, si on a des groupes de travail où il y a 10 personnes, moi, ça me pose une vraie question sur la vraie participation, quoi. Parce que là, il y a une vraie prise de pouvoir par certaines catégories de personnes qui ont des grandes idées, qui ont plein de choses, mais alors c'est peut-être lié à la méthode de travail par groupe. Et du coup, ça pose la question de savoir qui sont ces gens-là, si vous avez une idée de qui ils représentent. Et l'autre partie, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire sur les méthodes de démocratie participative, c'est-à-dire de sortir de ces éternels groupes de travail où il n'y a que certaines gens qui sont en capacité de prendre la parole, qui ont la capacité à porter des idées, et puis d'autres qui ne le feront jamais, parce qu'ils ne sont jamais à l'aise dans ce type de fonctionnement. D'accord. Merci de poser la question, c'était la question à laquelle je voulais répondre. Une de celles. Alors, on ne va jamais demander à un habitant présent d'être représentant de qui que ce soit. On ne va pas demander à une femme de représenter les femmes, un homme de représenter les hommes, un ouvrier de représenter les ouvriers. Chacun se représente seul. Voilà, ça c'est le premier principe. Chacun se représente. Voilà. Donc dans toutes les questions qu'on pose, le fait de passer de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif, on insiste très fortement sur la question qui est posée, en demandant aux gens de répondre de leur place à eux. De ne pas dire les gens pensent que. Non, non. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Donc on ne demande pas aux gens de représenter qui que ce soit. Les seules personnes qui représentent sont les élus. Les autres ne représentent personne. Le principe, c'est de dire c'est ceux qui font et ceux qui sont présents qui conduisent la politique de la mairie. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est une des limites du système. C'est à la fois une limite et c'est à la fois une bonne méthode pour moi de faire comprendre aux gens qu'il faut arrêter d'attendre que ça vienne du ciel et que ça vienne d'un élu et qu'il faut prendre sa vie en main. Voilà. Et que c'est en faisant que les choses avancent. Donc ça, c'est une manière de se mettre en exercice. Après, ça a effectivement ses limites. Et c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à une nouvelle méthode d'animation. On a réussi à toucher à peu près un tiers des habitants de Saillant. Ce qui est énorme déjà. On a touché à peu près un tiers des adultes. Mais on veut toucher les 2 tiers qui restent. Voilà, on a toujours fonctionné avec des utopies. Voilà. Donc l'utopie, c'est de faire en sorte que tout le monde participe. Et on est en train de réfléchir à des formules. Vous voyez un peu les votations en Suisse, ce système-là. Donc l'idée, c'est pas forcément non plus d'appliquer exactement le système, mais on est en train d'imaginer et de travailler sur des formats où on inviterait 300 personnes, 200, 300 personnes, après le marché, sur la place du village. On est en train de réfléchir à des formes de tirage au sort, donc ça serait peut-être un mix des deux, à la fois du tirage au sort et puis à la fois un appel à volontaires. Et l'idée, c'est de trouver 2 ou 3 sujets, de faire monter des tribuns sur ces sujets-là. Donc en général, les tribuns sont des habitants. Donc sur un sujet, je ne sais pas sur lequel, il peut y avoir 2 ou 3 options. Et on demanderait à 2 ou 3 personnes de venir argumenter une option. Donc les gens monteraient à la tribune, et ensuite on demanderait aux habitants, donc aux 300 personnes présentes, de voter en direct. L'option bleue, l'option verte et l'option rouge. Voilà. Et on ferait ça sur 2 ou 3 sujets, 2 fois par an. L'autre solution, c'est le référendum local. Le référendum local, du coup, on pose une question aux habitants, les gens viennent voter, et c'est bien les habitants qui définissent in fine tout ça. C'est pas très légal tout ça. Le référendum, c'est légal, mais c'est très... si on suit la procédure légale, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, c'est très contraignant, et c'est pas contraignant pour les élus en plus, parce que du coup, ça reste un avis consultatif. Alors que nous, on ne souhaite pas que ça soit un avis consultatif. Là, on serait dans la démocratie directe. Et pour faire ces 2 choses-là, en fait, il suffit de le faire, mais de ne pas l'écrire. En fait, l'idée, c'est que si on met en place ce genre de choses, de s'y décider, du coup, dans l'agora, le système de votation, le principe, c'est que le conseil municipal qui a lieu la semaine suivante ne fait qu'entériner les décisions qui ont été prises. Mais ça, vous ne pouvez pas l'écrire. C'est anticonstitutionnel en France. Voilà. Mais voilà. Donc il faut le dire aux gens, il faut dire que leur avis sera pris en compte et sera reconduit, voilà, mais il ne faut pas l'écrire, tout simplement. Et pareil pour le référendum, on ne peut pas non plus l'écrire. Voilà, donc on a ces 2 formats. Le référendum, vous allez, voilà, ce qui est difficile dans les référendums, des systèmes de votation, c'est de trouver la question, c'est pas tellement de mettre en place la méthode, c'est très facile à mettre en place. Voilà. Couper des cartons verts, des cartons rouges, des cartons jaunes,
trouver des tribuns, des gens qui viennent parler à la tribune, on les prépare, enfin tout ça c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué c'est de trouver la question, la bonne question. La question qui n'est pas de l'ordre du pot de fleurs, et la question qui n'est pas d'une technicité telle que... vous voyez le référendum européen par exemple? Vous recevez un pavé de 250 pages à la maison, et on vous dit oui ou non, t'es d'accord ou t'es pas d'accord? Bah, je vais réfléchir un petit peu, puis après je te dis, c'est intorchable. Qu'est-ce que d'accord ou pas? Voilà. Donc il faut trouver des sujets sur lesquels les habitants vont pouvoir exercer leur expertise. Donc exercer son expertise, ça veut dire qu'on n'est pas sur des sujets d'une technicité folle, mais à la fois des sujets politiques. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Il ne s'agit pas de savoir comment techniquement on va gérer les canalisations d'eau. Il s'agit de savoir si la gestion de l'eau reste municipale ou si on la file à une boîte privée. Donc la question qu'on va poser, c'est est-ce qu'on garde la gestion municipale de l'eau? Ça, c'est une question politique. Et à la fois très technique, parce qu'il y a des complications techniques derrière, c'est ça la difficulté. Mais demander aux gens de plancher sur les complications techniques, c'est pas possible, parce que du coup, c'est une expertise qui leur échappe. Par contre, demander aux gens, que les gens disent à leurs élus, nous devons tout faire et vous devez tout faire pour garder la maîtrise de l'eau, et qu'elle reste entre les mains de la municipalité, ça c'est une décision politique. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut poser, questions qu'on peut poser aux habitants. Voilà, référendum, et le panel de citoyens. Le panel de citoyens qui est pour moi la méthode ultime, et pour quelqu'un qui bosse dans l'éducation populaire, c'est vraiment la méthode ultime. Vous savez que par exemple les budgets participatifs, c'est de la flûte, partout c'est organisé, c'est du pipeau, hein. C'est pas des outils de participation, c'est des outils de propagande, c'est de la flûte, ça n'existe pas. Dire aux habitants, on vous file 5% du budget et vous faites un concours de projets sur lequel vous allez attribuer les 5% du budget, c'est une foutage de gueule. C'est de la muse-bouche. Il ne s'agit pas de gérer 5% du budget, il s'agit de gérer 100% du budget par les habitants. Et pour gérer 100% du budget, il faut savoir ce que c'est qu'un budget municipal, il faut être formé à ça. C'est pas de la rigolade, voilà. Donc le principe du panel ou du jury de citoyens, c'est de faire du tirage au sort jusqu'à ce que vous ayez 20 personnes qui acceptent de suivre un petit cursus de formation sur 6 mois sur ce qu'est un budget municipal. 4 fois 2 heures, sur un budget de la taille de Saillant, on y arrive, on a fait le tour. Donc les 6 premiers mois, ils se forment. 4 fois 2 heures, 4 réunions de 2 heures pour se former à ce qu'est un budget municipal et comment ça se monte. Et ils ont 6 mois après derrière pour proposer un budget prévisionnel. Et ensuite, ça s'est soumis au référendum, etc. Là, ça commence à ressembler à de la participation des habitants. Et là, vous avez 20 personnes qui, potentiellement, savent et maîtrisent un budget municipal. Donc, vous venez de former 20 potentiels futurs élus, ou 20 potentiels, des gens conscientisés qui sont en capacité de réfléchir et de travailler sur un budget municipal. Vous imaginez de faire ça sur 5 ou 6 questions prioritaires tous les ans dans la commune, et là c'est bon, là je vous dis c'est un rêve d'éducation populaire. Vous avez, au bout de 6 ans, vous avez 150 personnes formées sur des sujets techniques et qui sont en capacité, la mandature d'après, soit d'aller se présenter à la mairie, soit d'être des habitants conscients et experts de la gestion de leur commune. Je me dis que ce qu'on peut saisir, nous, aujourd'hui, c'est les affaires locales. Donc les habitants, on peut demander aux habitants d'aller se saisir d'affaires locales. Et on leur demande, du coup, d'aller non seulement réfléchir, non seulement donner leur avis, mais construire. Malheureusement, sur des projets qui nous dépassent à ce point-là, la seule chose qu'on peut mettre en face, c'est une force d'opposition, une force de réflexion et d'opposition. Sur nos affaires locales, on n'est pas en face de l'opposition, on construit les choses et on construit au quotidien. Voilà. Alors je n'oppose pas les deux, hein. Bien évidemment, heureusement qu'il y a des gens qui viennent s'opposer à ça, et heureusement que... Mais on n'est pas dans cette énergie-là aujourd'hui. Et l'utopie que je porte moi, c'est que une fois qu'on aura raflé les 36 000 communes, derrière, c'est des gens qui vont se présenter sur des élections à tous les étages. Et le pouvoir se prendra par le bas. Voilà. Donc moi, c'est le chemin que je poursuis. Et j'ai accepté de ne pas le voir de mon vivant. Il y a des gens qui se précipitent sur 2017, et là on est en train de travailler sur des mouvements, on est en train de travailler sur un rassemblement de tous les mouvements qui luttent. Je ne sais pas si certains ont entendu parler du mouvement de processus de Vaugué. On est allé voir Super Châtaigne à Vaugué il y a 3 mois, et on va se voir dans le Trièves début juin, premier week-end de juin. Donc on rassemble tous les gens qui travaillent sur des processus démocratiques, Ma Voix, la première.org, etc., etc. Et il y a des gens qui sont dans la perspective de 2017.
Moi, j'y suis pas du tout. Je ne crois pas une seule seconde qu'en 2017, il va se passer quoi que ce soit. Malheureusement. Alors, c'est intéressant, par contre, qu'il y ait des mouvements qui se mettent en route, parce que voilà, ça permet de faire comprendre aussi aux citoyens qu'il peut se passer autre chose. Il ne se passera rien en 2017. Donc voilà, donc pour moi, on est sur un chemin qui est long. Alors, on pourrait m'opposer le fait qu'il y ait des urgences qui arrivent, effectivement, et j'ai pas la réponse. Et sans doute que ce que je vous propose là n'est sans doute pas la bonne réponse au traitement d'urgence, l'urgence écologique, et puis toutes les formes d'urgence qui vous arrivent. Parce que le chemin que je vous propose, c'est un chemin long. Voilà. Mais c'est un chemin qui a en tout cas la volonté d'avoir une base la plus large possible. Encore une fois, le chemin que je propose là, c'est un chemin sans leader. Il n'y a pas de leader. Il y a des gens qui organisent, il y a des gens qui organisent la prise de parole, il y a des gens qui organisent les débats, la construction collective, mais c'est un chemin sans leader. Personne ne pense à la place de personne, personne n'a les bonnes idées, personne n'a la bonne vision. Voilà. La seule chose qu'on demande aux gens qui sont devant, c'est d'organiser la réflexion de la masse. Bien que ce n'est pas le chemin le plus rapide vers la transition. Le chemin que je vous propose, il ne s'agit pas d'aménager le système tel qu'il est ou de le repenser, il s'agit de le changer. Voilà. Donc il ne s'agit pas de s'adapter à ce qui se passe, à monter des agglos, à monter des communautés de communes, etc. Il s'agit de mettre tout ça à bas. Il faudra une constitution à ce moment-là. Et tout ça va se faire en se faisant. Tout ça va se faire en se faisant ou ne se fera pas. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je marche pas à pas. Mon pas, c'est de venir vous voir ce soir. Mon pas prochain, c'est de venir faire un atelier. Puis j'ai entendu votre urgence, donc je passerai vous voir le week-end prochain, du coup, dans votre commune, puisqu'il y a urgence, donc pour sensibiliser vos habitants et vos concitoyens à cette méthode, je marche pas à pas. Je ne sais pas ce qui se passera demain, j'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal. Et surtout, je ne veux pas me poser les questions, parce que si je me posais les questions, ça voudrait dire que je me positionnerais encore en pensant et en étant la personne qui a la stratégie et qui a la réponse à tout. C'est pas le cas. Voilà. Et ça y est, on n'a pas la réponse à tout. Notre système... C'est facile de dire ça quand même, parce que... Venez voir, le concret se gère, tout le concret se gère. Alors c'est pareil, je me suis peut-être mal exprimé, toutes les affaires de la ville de Saillon ne se gèrent pas par les habitants. Il y a des choses qui sont d'une complexité technique, ou de la gestion des choses qui ne sont pas très rock'n'roll, qui sont gérées par les municipalités. Il y a plein de choses qui sont gérées au quotidien par la municipalité. Je dirais même que la majorité des affaires sont gérées par les élus, par les techniciens. Voilà. Par contre, il y a une petite moitié qui est gérée par les habitants. Voilà. Donc tout n'est pas géré, et donc le quotidien est bien géré par les élus et par les techniciens. Voilà. Et le 21 projets, a priori, théoriquement, sont gérés par les habitants et par les élus. Il y avait ça, et je vous dis, moi je ne me place pas dans l'urgence, donc ça, c'est un petit peu ce que je vous ai raconté pour les indemnités. C'est du coup, les élus ont des idées, des envies politiques, et souvent ils se retournent vers le secrétaire de mairie pour lui demander du coup tu te débrouilles et tu nous expliques comment on fait pour que ça soit légal. Voilà, parce que l'idée est vraiment de rester dans la légalité, hein. Tout ce qui est fait à la mairie de Saillon est légal. Et voilà, donc il y a parfois des allers-retours avec le secrétaire, c'est un peu ce jeu-là, quoi. Le secrétaire va dire aux élus comment il faut faire pour rester dans la légalité et être au plus proche des envies politiques qui sont exprimées. Je peux se répondre à... C'est pas simple. Comment vous envisagez cette relation avec la vie politique telle qu'elle est conçue aujourd'hui par rapport à un projet comme le vôtre? Je ne l'envisage pas. Néanmoins, ça arrivera. Ouais. C'est-à-dire que dans les grandes villes, on sait très bien qu'on va avoir la liste PS, la liste machin, la liste de droite, de gauche, et puis il va y avoir la liste participative. C'est une liste parmi d'autres. Quand je dis que je ne l'envisage pas, j'envisage bien le combat qu'il peut y avoir et puis la corrélation. En tout cas, des listes participatives telles que je viens de vous les raconter se passent forcément en dehors des partis. J'ai pas beaucoup de réponses affirmatives et sûres, mais alors celle-ci, je l'ai. Sauf si vous me montrez un parti qui se présente aux élections sans candidat et sans programme. Là, j'en connais pas. Voilà. Face à ce genre de démarche, on a l'impression que c'est plutôt une démarche de gauche et plutôt une démarche écolo. Ça n'a strictement rien à voir. La gauche, et PS en particulier, le Front de gauche aussi, nous a fait la démonstration depuis toutes ces années de leur incapacité à faire participer les habitants et les concitoyens à l'élaboration et à la mise en œuvre de leur projet. C'est une démonstration pleine et entière. Les Républicains aussi, mais sauf que c'est pas ce qu'on a, a priori, c'est pas ce qu'on attend d'eux. Donc bizarrement, c'est pas ce qu'on attend d'eux. Qui n'est pas très à l'aise sur la prise de parole en public, qui n'a jamais vraiment mené des groupes, etc. Et
pour cette personne-là, c'est magique aussi pour eux. De pouvoir prendre la parole en public et de s'exprimer devant des gens et d'accompagner un projet comme ça avec des gens qui distribuent la parole, pour eux, c'est énorme. C'est énorme. Et voilà, et ces deux gens-là, du coup, viennent chercher des choses très particulières. J'ai un autre copain qui se lance, du coup, dans des conférences et qui avait besoin de techniques d'animation pour prendre la parole en public, être à l'aise, etc., et qui est venu chercher ça. Voilà, tous les gens, chacun vient chercher des choses très personnelles dans cette histoire. Et on se retrouve avec... Et encore une fois, c'est pas un sacrifice, quoi. Les gens font vraiment ça par plaisir, et parce qu'ils y retrouvent un intérêt. Ils 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 y retrouvent un intérêt.